Mais t'as toujours la grille de dire, oh, putain, je veux bâtir quelque chose, je veux machin. Combien de gens, une fois qu'ils ont fait un peu du pognon bizarrement, ils disent, allez, maintenant je vais bâtir. C'est complètement con. Je trouve que c'est un raisonnement complètement débile. Et j'ai fait des dizaines de millions de chiffres d'affaires avec des associés qui sont arrivés via une pub. De toute façon, je sais que dans les 2-3 mois après que je sois parti, il y a un connard qui appuie sur un bouton et qui fait exploser la machine. Il y a 10 ans, ça valait 10 000 balles pour se positionner. Aujourd'hui, ça vaut entre 50 et 100 000 balles pour se positionner. Ouais, faut faire du sale, l'intégrité, ça a jamais payé. Bah si. Parce qu'il y a des mecs qui ont beaucoup de thunes qui sont aussi des tocards, hein. Pas l'oublier non plus. Je me suis retrouvé avec un salarié qui a envoyé un jour, malgré lui, une news pédo. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wizard Podcast. Aujourd'hui, je suis avec Arthur, Anthony et on a le plaisir d'avoir Cyril, alias Web de Fou avec nous. Salut les gars. Salut Franck. Salut les gars. Petit point avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet. Vous avez en description notre lien pour la formation gratuite de la vente de liens. La vente de liens, c'est un des premiers business que vous pouvez lancer assez simplement pour gagner vos premiers euros sur Internet. Et ça vous permettra de découvrir un module complet de notre formation complète, la Wizard Academy. Donc voilà, c'est une petite mise en bouche pour savoir ce qu'on fait. Et maintenant, on peut commencer. Cyril, est-ce que tu veux commencer par te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas ? Bien sûr, merci les gars, déjà bonjour, rebonjour, et merci de m'inviter chez vous sur ce podcast qu'on enregistre pour la deuxième fois. On a merdé. Et bah écoutez, c'est un plaisir en tout cas d'échanger avec vous aujourd'hui, et merci de me faire passer sur votre chaîne également. Donc c'est plutôt cool. Alors moi qui je suis entrepreneur depuis 2007, donc ça fait un peu plus de 15 ans. Je compte plus les années maintenant, je suis comme les vieux. Et donc j'ai fait pas mal de choses. Moi, mon cœur de métier, c'est l'emailing, notamment. En cœur de métier, j'ai eu une régie d'affiliation, je suis promoteur immobilier, j'ai été advisor crypto également. Dans beaucoup de projets, je fais beaucoup d'argent en crypto sur ça notamment. J'ai fait plein de choses, un peu trop pour toutes les lister. Et pour résumer très simplement, j'aime apprendre, j'aime découvrir les choses, expérimenter, approfondir et rentabiliser ce que j'ai appris en développant des business autour de tous ces apprentissages. Magnifique. C'est magnifique. Une très bonne. Tout aussi belle que la première. Que la première version. Coup, pour ceux qui nous écoutent, en effet, on a eu un petit souci technique, donc on enregistre pas tout le podcast, qu'on était environ à 25 minutes, donc il y a rien de dramatique, mais c'est chouette parce que Cyril avait un peu peur de pas faire une aussi belle performance dans sa présentation, mais il y a pas de souci, c'était super. C'est bon, j'ai le pattern, les gars, c'est bon. Ok, eh bien, on va reprendre des questions assez similaires que les premières qu'on s'était posées. Pour reparler un petit peu de tout ça, donc toi, tu es surtout dans l'emailing. Tu as des grosses bases de données d'emailing dans le dating. Est-ce que tu veux nous parler un peu de... Bon, et pas que de dating d'ailleurs, hein. Est-ce que tu veux nous parler un peu de tout ça, de comment tu catches tes emails, quels sont peut-être tes leviers un peu favoris, et voilà. Ouais, alors j'ai des bases de données vraiment dans toutes les thématiques aujourd'hui, puisqu'avec le temps j'ai pu segmenter, affiner, donc je me retrouve avec beaucoup d'emails dans beaucoup de thématiques, même des bases de données pour des mecs qui ont besoin de guérir les algues dans les bassins, tu vois, pour te dire jusqu'où ça va, le délire. Ça peut aller très très loin. Voilà. Stylé. Donc comment c'est pas mal. Tu leur vends quoi, tu leur vends quoi, Cyril, par exemple, là, sur la guérison d'algues dans les bassins? Eh ben, qu'il y a des bactéries qui attaquent, je explique le truc, alors t'as des bactéries qui attaquent ton eau, tes poissons, tes machins, etc. Et donc on leur vend une solution de traitement dans une boîte, avec une boîte qui fait ça. Donc nous on récupère les leads, on lui vend les leads, on prend des commissions de chiffre d'affaires sur ces clients-là. Je suis désolé de creuser là-dessus, c'est peut-être pas de là, mais je trouve ça incroyable que là, typiquement, comment tu t'es retrouvé à bosser avec une boîte qui fait ça? Enfin, tu vois, comment est-ce que n'importe qui aujourd'hui peut te contacter et n'importe quel projet peut finalement te stimuler, ou alors là, en l'occurrence, enfin, comment ça s'est passé là pour que tu... Alors déjà c'est un associé, je sais plus, je crois qu'il bouffait avec un gars, il a rencontré un gars, on a discuté avec ce gars, enfin il a discuté avec ce gars, après on a discuté avec ce gars, bref, il connaissait un mec, enfin tu vois, c'est des trucs du réseau quoi. Ouais. Okay. Du coup on a rencontré et c'était intéressant parce que c'était assez ça sortait un peu de nulle part, tu vois, ce type de métier. Donc lui c'est ça, il va chez des sociétés ou des particuliers et il va soigner les algues des bassins, c'est vulgaire, c'est très vulgarisé, mais il va soigner en fait tout l'écosystème quand il y a un problème
problème dans les petites mares, tu sais, chez les riches ou dans les sociétés qui ont des petits étangs, des choses comme ça, ou même des stations de ski. Je vais y venir juste après. Et les bassins de rétention dans les stations de ski. Et du coup, on a vu qu'il y avait personne. En fait, on tapait sur Google, il y avait aucune data, quoi. Et on s'est dit putain, vas-y, on peut essayer Google AdWords. Donc on a proposé Google AdWords. Et puis finalement on a pris des niches de bâtards. Ça, c'est mon associé qui s'en est occupé de ça, c'est lui qui a été très bon là-dedans, et il a trouvé des noms de bactéries, de poissons, des trucs de fou, des trucs que jamais tu taperas dans ta vie, et du coup forcément chaque requête on tombait, et c'était intéressant parce qu'on récupérait des leads vraiment pas chers. Et puis on s'est dit tiens, parce que vu qu'on métier c'est l'affiliation, mais on en parlera plus tard, tiens, on va essayer sur nos bases de données un truc comme ça a plutôt bien marché. Et on s'est retrouvé avec des clients comme Mobalpa en Aquitaine, à Bordeaux si j'ai pas de bêtises, qui avaient un petit bassin, je crois, devant chez eux. Ceux qui connaissent, moi je suis jamais allé, mais j'imagine que ils avaient un besoin. On a eu la station de ski Champs-Rousse et les 7 lots, non c'était Champs-Rousse je crois, à Grenoble, dans l'Isère. Station que j'adore, soit dit en passant. Et pareil, c'est lui qui est allé, etc. Et en fait, on a presque remplacé tous ces commerciaux, puisqu'il s'est rendu compte que ces commerciaux ça servaient à rien, parce qu'ils vendaient mal et que lui vendait mieux. Donc à un moment donné, il s'est retrouvé à prendre tous les leads et aller les vendre. On négociait 10% du chiffre d'affaires, si tu veux la data exacte. Trop bien. Et voilà. La boîte, moi je nommerai pas la boîte, mais je crois qu'elle n'existe plus maintenant. Ça, c'était en 2016 qu'on faisait ça, et je crois qu'il a fermé en 2021 sa boîte. Voilà, on travaille plus avec lui depuis dans 2020, donc il a fermé en 2021. Ouais, ça fait 4 ans qu'on travaille plus avec lui. Ouais, désolé, je suis dans les dates là, 2020-2024, ça fait quand même 4 ans d'écart. J'ai l'impression que c'était hier, mais c'est vrai, nous aussi, on te rassure, ça va tellement vite, c'est ouf. Donc voilà pour la petite digression sur c'est marrant. Ouais, mais j'en ai plein d'histoires comme ça. Voilà. Ouais, donc moi je récupère les emails comment ? Je fais de l'ADS en général dans la rencontre en ligne, et donc voilà, c'est qu'est-ce que c'est l'ADS dans la rencontre en ligne ? C'est apparaître sur les sites porno ou dans les sites de dating sur ce qu'on appelle du native ou du display, des bannières en gros autour des vidéos. Toi qui nous regardes ou qui nous écoutes, quand tu vas sur ton site porno préféré, les pubs qu'il y a à côté, quoi. Et je sais que tu sais desquels je parle. Et donc voilà, et ça coûte très cher de se placer, parce qu'en fait tu peux pas te placer comme ça. C'est pas une question d'enchère ou de prix. C'est surtout que ça coûte beaucoup d'argent d'isoler les zones, ce qu'on appelle les zones qui ne marchent pas. Donc en gros, qu'est-ce que c'est ? Quand tu achètes du média sur des plateformes comme Exoclick, Traffic Junkie ou Traffic Factory, tu te retrouves à choisir des ID affiliés. Donc tu choisis des ID, en fait, c'est des zones. Et sur ces zones, tu dois choisir les placements. Et donc les zones correspondent à des sites ou à des thématiques, ou voilà, il y a vraiment le choix de tout, quoi. C'est une marketplace. Et du coup, la plupart des mecs qui sont positionnés aujourd'hui, il y a beaucoup de merde, il y a beaucoup de bots, il y a beaucoup de gens malveillants, puisqu'avec le temps et les années, il y a de plus en plus de personnes qui sont positionnées, et plus il y a de monde, plus ça attire des gens, plus quoi. Voilà, enfin voilà. Et qu'est-ce qui se passe ? Ça devient très très cher de se positionner, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font de la merde, et que déjà ils mettent des prix n'importe comment, et en plus de ça, t'as des gens qui se positionnent en mode je vais voler le trafic, on va pas me payer cher, je vais envoyer du bot, comme ça je vais gagner au clic, machin. Des mecs qui essaient un peu de gagner leur vie. Et résultat du cours, ça défonce les marchés, et c'est ce qui fait que c'est de plus en plus cher. Je vais donner à titre d'exemple un comparatif. Il y a 10 ans, ça valait 10 000 balles pour se positionner. Aujourd'hui, ça vaut à peu près entre 50 et 100 000 balles pour se positionner. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au début, tu vas acheter tes zones, et tu vas avoir un ROI ultra négatif, parce que tu vas acheter des zones de merde. Parce qu'évidemment, celles qui vont te sembler les plus intéressantes, bien entendu, c'est celles où il faut pas aller. Et donc, classique. Et donc, du coup, tu vas perdre du ROI. Tu vas avoir l'impression que c'est intéressant, mais ça l'est pas. Du coup, voilà. Donc, en fait, tu vas payer ton inexpérience, payer la capitalisation de ta donnée. Exemple, tiens, ce site web, je veux plus jamais, peu importe que j'achète du trafic, je veux plus jamais l'avoir. Donc, tu vas créer des blacklists. Les IP, t'as des IP que tu peux blacklister, etc. Bref, il faut que tu capitalises cette data. Et une fois que tu l'as, tu peux enfin commencer à faire ton job et dire, tiens, comment est-ce que je vais battre mes concurrents là où ça marche un peu pour être meilleur qu'eux. J'ai une petite question, tiens. Est-ce que, et ça se vend pas, par exemple, la whitelist un peu? Genre, tu vois, tout ce travail en amont de tri de sites propres et pas propres, est-ce que tu vois, ça se vendrait pas une whitelist avec tous les sites nickel, quoi? Bien sûr. Tu la veux? 10 000 €. Ok. Non, mais voilà, tu vois, je trouve que ça... Non. En vrai, 10 000 €, c'est pas assez cher, c'est... Ouais. Non, mais justement, non, mais attends, je te fais le truc. En vrai, 10 000 €. Tu prends, t'achètes. Apparemment, t'as l'air intéressé, Franck. Très bien. Ça se trouve, je te blacklist des bonnes zones dedans. T'en sais rien. Ce que je veux dire, c'est que tu crois franchement, qu'un mec qui vend ça, sincèrement, tu crois qu'il te donnera les bonnes datas? Impossible. Je sais pas. Bah, si c'est toi, on te fait confiance, Cyril.
Non, mais moi, c'est pour ça que je le vends pas, parce que je sais que je vendrai pas. Merde. Bah non, bien sûr que non. Non, mais faut être un peu fou. Pourquoi? Parce que moi, ça m'a coûté des centaines de milliers d'euros. Donc, si tu veux, oui, il y a peut-être un mec quelque part, machin. Mais quand même, cette liste, ça doit être actualisée. C'est-à-dire que en vrai, t'as vraiment besoin. En fait, le problème, c'est que c'est un peu vicieux. T'as besoin de ce qui marche pas, mais t'as aussi besoin de savoir ce qui marche. Et ce qui marche aujourd'hui ne marchera plus dans 6 mois. Donc, si t'as pas la compétence, tu vas vas payer cher, mais dans 6 mois, t'es out. T'as perdu ton fric, quoi qu'il arrive. Et juste, donc, t'es obligé. Tu dis, t'as mis... pardon, je te coupe, mais tu dis t'as mis des centaines de milliers d'euros dans de la ads parce que t'as... Des millions. Ouais, c'est ça. Par année, tu mets combien à peu près en ads? Enfin, tu as un chiffre ou... Ouais, mais ça dépend. En fait, ça dépend. En ads, parce que ta question, elle est très large, tu t'en rends pas compte, mais en ads, faut préciser ta question. En ads, dating sur des régies de media buy, en ads, Facebook ads sur des produits mainstream, en ads, YouTube ads, enfin, faut préciser un peu. Au global, j'en sais rien parce que c'est des multi-sociétés, etc. Par contre, je connais mes KPI. Donc, en gros, sur du dating, on doit dépenser, alors, moi, je vais t'expliquer. Alors, je recrute à peu près entre 1000 et 1500 par jour de leads. Et le lead me coûte à peu près 3 à 5 euros. Donc tu fais le calcul. Et on a ROI de 1.7, 1.8 sur ce qu'on fait par jour. Et on réinvestit dans de l'ad sur des multithématiques. Donc en gros, si tu veux, la réalité KPI de rentabilité par thématique, je l'ai pas vraiment, puisque en vérité, nous on a une LTV qui est long-termiste, c'est-à-dire on regarde pas le ROI sur 1.8, on va regarder, enfin, on connaît la valeur qu'a un lead X années plus tard sur des produits qu'on vend et en fonction des thématiques. On y reviendra plus tard parce que je veux pas trop rentrer dans la technique là. Et donc en fait, des fois ça se croise. C'est-à-dire que le lead qui est rentable à 1.8, peut-être qu'en fait il me coûte 0 quand je change de thématique le même lead. Parce que je peux le requalifier ailleurs. Donc si tu veux, les rentas, elles sont pétées si je regarde la renta sur un truc comme ça. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, d'un côté, je vais dire tiens, j'ai que 1.8 et de l'autre, j'ai peut-être 8 de ROI. Sauf que le 8, il existe que parce que j'ai 1.4 et 1.6 là-bas. Tu vois, donc tu vois, je vais pas rentrer dans le détail, mais c'est pour ça que moi les ROI et tout, je regarde pas trop cette façon-là. Il faut que ça soit rentable. Je dépense tant, il faut qu'il y ait tant qui rentre. Ça c'est sûr. Même si je perds un peu ou que je suis break-even selon les jours ou largement supérieur, dans tous les cas, je suis rentable. En fait, j'ai plutôt une stat inversée. C'est si je descends en dessous de 0,4 de ROI, alors là, je suis plus véritablement rentable. Donc, je suis quand même assez large. Voire ça arrive peut-être jamais. Voilà. Donc, c'est plutôt cette data-là que je regarde. Parce qu'en vérité, la plupart des mecs, ils vont regarder une valeur par email. J'anticipe le truc. Ils vont demander une valeur par email, et vu que je sais qu'Arthur s'y connaît très bien en email, voilà. Non, la valeur par email, très sérieusement, parce que c'est une question qu'il a posée tout à l'heure. Voilà. La valeur par email, c'est une data que je regarde pas. Par exemple, combien te rapporte un email, etc. Parce que ça marche pas comme ça. Un même lead, par exemple, peut être inscrit depuis 10 ans chez moi. Si je te compare le lead d'il y a 10 ans au lead que je recrute aujourd'hui, il a pas du tout la même valeur. Donc, et ce même lead d'il y a 10 ans aura une autre valeur d'ici 10 ans. Et ça, je sais pas faire de la prédiction marketing. Je pourrais pas te dire. Parce que tu vois, le Covid, tu le prévois pas. Que les mecs vont acheter sur Internet, tu prévois pas. Donc les ROI, les machins et tout, c'est très, très complexe. Si vraiment je dois faire une data analytique de tous mes ROI globaux, machin, etc., c'est beaucoup trop complexe. Et c'est pour ça qu'un vrai bon emailer dans le call d'email, c'est-à-dire qui envoie des emails à froid, ne regarde pas du tout la valeur par email. Il va regarder le nombre d'offres qu'il envoie. J'ai des KPI, bien sûr, très simples de production. Je regarde combien j'envoie, je regarde mes taux de clics par email en fonction des thématiques, ce qui me permet déjà d'avoir une tendance sur quelles sont les réactivités en fonction du contexte social, en fonction du contexte économique, en fonction du contexte thématique, quand c'est Noël par exemple, ce genre de choses. Il y a des CTR, donc nous on appelle ça des CTR, c'est des clics sur ouverture, qui nous permettent de dire ok, là c'est plutôt ça dans la tendance, plutôt comme ça dans telle thématique. Et là on peut à ce moment-là plugger les bonnes offres. Pareil pour les taux d'ouverture, tu as des objets expéditeurs qui marchent bien. Et donc voilà. Donc en gros, en moyenne, moi je fais un truc un peu plus global, sur 160 millions d'emails envoyés par mois à peu près, on génère entre 4 et 5 millions, et il y a quand même 20% d'écart, mais entre 4 et 5 millions de clics par mois au global, sur l'ensemble des thématiques. Okay. Et 160 millions d'emails, c'est pas 160 millions d'emails uniques. C'est un nombre d'emails envoyés. Est-ce que tu aurais moyen, j'imagine que pareil, c'est en fait les problématiques qu'ont sans doute les gens qui nous écoutent, qui sont des gens justement, tu l'as dit en rigolant, mais des gens comme moi qui peut-être ont leur petite liste email, il y a leur petite audience, etc. On est sur deux univers qui sont complètement différents, mais souvent il y a la question de typiquement quels sont les taux d'ouverture à attendre. Alors j'imagine qu'encore une fois sur du mass email comme toi, ça n'a rien à voir. Tu regardes quand même le taux d'ouverture de ton côté et du coup
même si c'est très différent encore une fois de peut-être ce que moi je peux attendre sur mes petites audiences. C'est quoi toi aujourd'hui ce que t'attends sur ton taux d'ouverture en général, et même si ça varie peut-être en fonction des thématiques justement, mais en moyenne, au général, c'est entre 10 et 20%. Alors 20%, je suis vraiment refait si c'est le cas. 10%, c'est plutôt, ça tourne plutôt dans la moyenne. 10-12 max. En moyenne, hein, global. Alors, à noter que là-dedans, il y a beaucoup de réactivation. C'est-à-dire que des fois, en fait, il faut savoir un truc, c'est que j'ai tellement d'emails que mon enjeu à moi, c'est pas d'avoir des emails, c'est de réactiver mes emails. Et donc, pour réactiver des emails, des fois, les taux d'ouverture, ils sont à 2-3%. Donc, en gros, j'ai quand même des shoots qui font 30-40%. J'en ai qui font 1 ou 2%. Mais grosso modo, la moyenne, elle est à 10%. Les taux qu'il faut attendre, et sachant que moi, je suis pas une marque, c'est-à-dire, j'ai pas un édito, tu vois, par exemple, Web de Fou, j'utilise Mailchimp. Il y a marqué Cyril de Web de Fou, je regarde même pas les taux d'ouverture. Tu vois, je m'en fous. Parce que c'est pas vraiment un sujet. Et c'est un tort. C'est un tort d'un point de vue marque. Il faut faire attention, il faut travailler ta marque, il faut machin, il faut truc et tout. Et moi, c'est pas trop mon délire. Donc, dans la masse, moi, je fais attention à ce que les mecs soient satisfaits, qu'ils ouvrent, qu'ils cliquent, que je sois intriguant, que je crée des hooks marketing, que ça me permette de voir si ce hook est corrélé avec l'angle marketing que j'ai pris avec le CTR de la news. Et en fait, à la fin, l'offre qui suit, que ce soit le mec 1 ou le mec 2, quelque part, peu importe, tant que il y a quelque chose de similaire dans la cohérence de communication que je vais donner à l'utilisateur. Tu vois. Donc, et après, vient à la fin l'offre dans l'affiliation. C'est-à-dire, OK, est-ce que cette offre marche ou est-ce qu'elle ne marche pas? Mais tout en amont, c'est le sujet d'avant. C'est tout ce qu'on vient de dire. Ok. Et au niveau des... Alors, j'ai vu que Franck, t'avais allumé ton micro, t'avais peut-être un truc... Non, vas-y. Non, rien de spécial. Mais en gros, moi, pareil, je me mets encore une fois, déjà, moi, ça m'intéresse, mais je pense qu'encore une fois, le commun des mortels, aujourd'hui, quand il envoie des mails, il passe, comme tu l'as dit, par un Mailchimp, par un Aweber, par tous ces services-là. Sur ton mailing, ton mass mailing, ton cold mailing, toi, tu as tes propres outils aujourd'hui, tout est custom de ton côté. Et du coup, il y a une énorme barrière à l'entrée. Typiquement, demain, quelqu'un qui n'y connaît rien, qui veut arriver sur ce secteur-là et commencer à faire vraiment de l'email, la barrière à l'entrée est colossale. Ouais, tu vois des mecs qui disent ouais, j'ai scrappé 100 000 emails, machin. Ouais, tu verras rarement, enfin, dans 99,9% des cas, ces mecs-là, demande où est-ce qu'ils en sont, t'inquiète qu'ils n'arrivent pas à envoyer un seul email. Peut-être ils arrivent une fois et après c'est réglé, quoi. Parce que tu ne peux pas. Et d'ailleurs, j'ai une phrase pour ça maintenant, c'est si moi je devais recommencer à zéro mon email depuis le départ, je ferais pas 10 000 balles le premier mois. Je ferais peut-être entre 3 et 5 000. Pourquoi? Parce que j'ai des réputations, j'ai chauffé des IP, donc c'est-à-dire j'ai envoyé petit à petit de manière linéaire, j'ai chauffé des noms de domaine, des emails qui ont été habitués à recevoir des gens qui ont été habitués à recevoir des emails via un nom de domaine. J'ai toute une data, un historique qui fait que si demain je recommence tout à zéro, je fais pas 10K le premier mois en email, impossible. Parce que il faut le temps de chauffer. Et d'ailleurs, c'est ça qui est très bien avec l'email, c'est que ça te met face, c'est comme du trading, hein, ça te met face à une réalité, c'est que tout ce qui est exponentiel est mort. C'est-à-dire que tout ce qui est basé sur l'exponentiel est derrière logarithmique. CF le Bitcoin, CF tous les trucs qui pump et qui descendent, enfin classique. Alors que tout ce qui est linéaire, même si ça tombe pas comme ça. Ça tombe un peu, ça remonte, etc. Et l'email, c'est la même chose. Il faut que tu construises de manière linéaire. Et si tu cherches à faire de l'exponentiel, de toute façon, t'es taclé, merci, au revoir, tu dégages. Et très souvent, quand j'accompagne des sociétés ou autres sur l'emailing et qui font du cold pour faire de l'affiliation, enfin, bref, plein de choses, ils se retrouvent dans cette situation où ils ont envie d'appuyer. Et en général, et c'est un vrai business, ce que je vais dire, c'est que je leur explique ce qu'il faut pas faire, je leur donne des consignes, je leur donne des SOP, des machins, des trucs. C'est très bien. Donc le SOP, c'est les standards procédures. De toute façon, je sais que dans les 2-3 mois après que je sois parti, il y a un connard qui appuie sur un bouton et qui fait exploser la machine. Parce que les mecs, ils ont trop la grid, tu vois. Et ça, c'est un peu le problème d'aujourd'hui sur Internet. C'est on veut de l'argent rapide, on veut machin, on veut de trucs et tout. Eh ben, allez crever. Allez faire de l'argent rapide, s'il vous plaît, et surtout dégager du marché très vite. Ce sera bien. Par contre, vous serez remplacé par les nouveaux mecs continuellement. Et dans le SEO, vous voyez très bien, ça marche pareil. Ouais. J'ai envie de parler d'un truc, Cyril, parce que j'ai vu un tweet de toi récemment et je pensais que là t'allais peut-être en parler, mais je suis content que tu l'as pas fait, donc je vais pouvoir te lancer dessus. T'as parlé d'un truc que je connaissais pas du tout, c'est les mails piégés. Et tu as dit que souvent les gens qui scrapaient, justement, ça te permet toi d'identifier les gens qui sont un peu perdus sur ce business-là. Il existait des mails qui étaient piégés. Alors je veux bien que tu nous en dises un peu plus, parce que typiquement moi je l'ai appris sur ton tweet. Ok.
Attends, bah déjà ça me fait très plaisir. Apprendre à des gens sérieux des sujets, c'est un peu mon sujet, donc je suis très content. Sache-le. Alors, ça s'appelle des spam traps. En fait, il y a beaucoup de choses. Spam trap, c'est quoi? C'est des adresses. Alors, il y a plusieurs définitions, mais en gros, c'est les adresses pièges qui sont sur le web qui permettent de savoir que vous avez scrappé. En gros, c'est des emails qui ne s'inscrivent plus depuis peut-être 15 ans. Et vous arrivez, vous allez scraper. Tu sais, le fameux, je fais une requête sur Google, machin, voilà. Et tu vas aller scraper. Et du coup, tu vas appuyer sur un bouton pour envoyer. Et on va te démonter la gueule de deux façons différentes. Soit d'où est-ce qu'ils sortent vos emails, et toi tu vas répondre, oui, je les ai recrutés là, alors que le mec sait déjà que c'est pas vrai. Et ça, par exemple, chez les gros logiciels comme Sendinblue, j'ai plus le nom de SendGrid, enfin tous les gros logiciels, ActiveCampaign, machin, ils le savent d'où sort ta base. Ils le savent. Pourquoi? Parce que moi, le premier en 15 ans, tous mes spam traps, tous mes machins, tous les trucs, je m'en suis mangé, je les ai isolés. Donc moi, demain, tu me mets ta base, je sais très bien d'où elle sort ta base. Et d'ailleurs, ça me permet de trier les clients ou les gens avec qui je fais du business, enfin des partenaires, des choses comme ça, parce que je vois si les mecs me mentent ou pas. Moi, demain, tu me confies ta base et que tu me dis, ouais, mais en fait, j'ai recruté en ads et tout. Si je la compare à ma blacklist et que je vois qu'il y a certains emails qui arrivent, je vois très bien que tu te fous littéralement de ma gueule, tu vois. Donc ça, si moi je le sais à mon niveau, imagine les mecs comme ActiveCampaign, comme Sendinblue, etc. Et c'est pour ça que les mecs qui arrivent et qui disent ouais, j'ai scrappé 1 million d'emails, je vais machin. Bah vas-y, bonne chance. Et ça ne marche pas. Ça marche pas comme ça. Peut-être à une époque ça marchait, c'est vrai. Avant les années 2010, par là, ça marchait bien, les trucs comme ça, genre tu pouvais vraiment envoyer, tu vois. Mais entre les renforcements d'anti-spam, etc., c'est devenu très très compliqué. Donc les spam traps sont là pour, comme son nom l'indique, et des adresses pièges pour éviter que les scrappers aillent scraper des emails, parce que clairement c'est chiant. Et par contre, tu peux faire du scrapping intelligent. Mais, c'est-à-dire, c'est quoi du scrapping intelligent? C'est pas récupérer des emails au hasard sur une thématique. C'est récupérer des mails actifs de gens intéressés qui vont ouvrir ton email. Tu vois, je te donne un exemple. Du scrapping sur Instagram, c'est pas si mal, c'est pas si naze. Parce que tu sais que les mecs qui mettent leur email dans leur bio, bah, c'est des mecs intéressés. Sur TikTok, par exemple, voilà. Là, on est sur du scrapping médium. C'est-à-dire, c'est mieux que faire du scrapping à l'arrache. Ça reste un peu logique, mais il y a quand même des comptes pièges aussi. Sur les TikTok, Instagram, etc. Donc, voilà. Donc, faut réfléchir à des systèmes. Je vais pas donner de solution là-dessus, mais faut réfléchir à des systèmes si, voilà. Moi, je fais plus de scrapping, quasiment plus, sur des petites choses mignonnes. Mais si tu veux faire un business pérenne, il faut pas faire de scrapping. Et c'est pas un moyen aussi, alors moi je vois un peu le côté sombre du truc partout, mais toi qui as de l'expérience là-dedans, demain tu vois ton concurrent arriver qui sort un peu de nulle part, mais qui est un peu mauvais, t'arrives, tu lui fous des spam traps dans sa liste parce que tu vas t'inscrire à sa newsletter, tu le défonces en fait. Absolument. J'ai ce pouvoir. On m'a déjà demandé, on m'a déjà proposé des propals à 6 chiffres pour mettre quelques emails chez des concurrents que j'ai refusé. Je fais pas ça. C'est en fait quand tu sais la phrase à la con, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, c'est pas un truc d'ego, c'est vraiment de dire il y a un moment donné tu dessines qui tu es. Moi je sais qui je suis éthique, je suis quelqu'un, je bosse avec de gros clients et des gens qui ont besoin de me faire confiance, c'est pas pour accepter ce type de service. Oui, tu peux prendre le billet et te dire ah j'ai pris un billet. Ok. Et ça sert à rien. Enfin moi j'appelle pas ça faire du business. Donc oui, on a construit des choses. Imagine à l'inverse, les CTO des logiciels email qui ont accès à cette data, qui demain se barrent ou que leur patron leur parle mal, eux ils ont un vrai danger. Eux ce sont des vrais dangers. Et c'est pour ça que très souvent j'avais fait des podcasts là-dessus. La plus grosse faille elle est humaine dans le web. C'est jamais technique ou quoi que ce soit. Enfin il y en a des failles techniques bien sûr, mais la plus grosse faille c'est humaine. Le mec il peut arriver. Voilà, moi j'étais dans des gros groupes où les mecs me proposaient des deals sous le manteau. Je suis déjà tombé sur des directeurs généraux, un DG qui me proposaient des choses pour clairement truander sa boîte. Dans le bureau comme ça. Téléphone posé loin, très très loin dans une corbeille, et il me propose un truc très spécifique. Voilà. Et ça arrive. Donc en fait, le problème, c'est que si tu cèdes à ça, il y a une réalité là-dedans. Moi, je crois beaucoup au karma, etc. Il y a une réalité, c'est que si tu cèdes à ce genre de truc, il y a un moment, ça arrivera. Il y a un moment, dans 6 mois, 1 an, 2 ans, où ça te retombera sur la gueule. Peu importe comment, ça te retombera sur la gueule. Et surtout, moi, je deal pas avec le DG. Au départ, je deal avec la marque et la boîte. Donc t'as besoin d'avoir une intégrité. T'as besoin d'avoir une éthique. C'est pour ça que je m'entends très bien avec les avocats aussi, parce que les avocats ils me kiffent bien, parce que j'ai la même intégrité qu'eux, quoi. Tu vois, moi j'ai signé aucune charte, mais par contre je suis intègre, quoi. Et alors, c'est pour ça que ça me fait marrer moi quand j'entends les mecs dire ouais, faut faire du sale, l'intégrité ça a jamais payé. Bah si, si tu travailles bien, si. Après voilà, je vais pas dire c'est bien, c'est mal ou quoi que ce soit. Tu te positionnes comme toi tu veux. Si t'as envie d'être un enfoiré, t'as le droit d'être un enfoiré. Je veux dire, t'es qui pour dire c'est bien, c'est mal. Par contre, si t'as envie de faire du bise et durer, il y a un moment donné, faut soigner les gens avec qui tu travailles. Et si tu prends les gens pour de la merde, bah tu seras traité comme une merde.
Et alors, je rebondis là-dessus parce que nous, ça a été nos débats pendant longtemps sur, en tout cas, on va dire la partie affiliation, la partie B2B, mais là de côté. Mais sur la partie affiliation, on sait quand même que c'est les affiliations un peu plus border qui rapportent le plus. Tu vois, notamment dating. T'as dating et dating. Pareil sur la perte de poids. T'as perte de poids et perte de poids, on va dire. T'as celle qui est un peu... Ouais. Est-ce que... Ouais, voilà. Ouais. Et est-ce que d'un côté, tu vois, tu te dis, tu fais beaucoup d'emails, notamment dans le dating. Du coup, comment tu choisis tes offres, par exemple? Comment tu targetes, parce que du coup, t'as les offres où ça va être du mythique. Est-ce que ça paye, est-ce que ça paye pas? Je connais pas très très bien la fille mythique. Et derrière, t'as les trucs de rencontres de plan Q, CB30 classiques, quoi. Alors, t'as deux questions dans ta question, on est bien d'accord. C'est en gros comment tu détermines ton éthique. Comment tu détermines ton éthique? Pas comment tu détermines ton éthique. Parce que nous, tu vois, en fait, nos tout premiers podcasts, c'était est-ce qu'il faut faire du sale? Et par faire du sale, c'était plutôt est-ce qu'il faut target des thématiques border pour vraiment gagner de l'argent? Tu vois, notamment, est-ce que demain, tu nous parlais de celui qui faisait le truc pour enlever les bactéries là dans les bassins? Mais si tu devais choisir ça t'a peut-être permis de prendre un billet à un moment, mais au final, on le sait que ce qui rapporte le plus, c'est tout ce qui va être lié à la finance, mais du coup, parfois, la finance un peu touchy, où tu vas promettre des rendements aux gens, alors qu'ils vont peut-être pas avoir ces rendements-là, ou de la rencontre un peu énervée, où les gens, ça va être un abonnement, et est-ce qu'ils vont parler à des vraies femmes ou à des bots, on sait pas vraiment. Enfin, tu vois, c'est tous ces trucs-là. Et du coup, c'est même un débat qu'on a très souvent entre nous, hein, parce que c'est notre grand débat. D'un côté, il y a, c'est ça, on appelle ça la boucle, parce que d'un côté, t'as Anto et moi, en vrai, je suis plutôt du côté d'Anto là-dessus, où on dit que si tu veux vraiment gagner de l'argent, t'as pas le choix d'aller faire des trucs quand même un peu border. En tout cas, agressif, on va dire. Pas border, agressif. Tout en restant dans la légalité. Voilà, exactement. Juste, voilà. Légalité, agressif, marketing très agressif. Et t'as Arthur à côté qui dit que l'agressif, c'est bien, mais que c'est pas forcément le niveau pérennité, c'est pas le mieux, quoi. Alors, déjà, on n'a pas les mêmes définitions des mots. Tu vois, agressif, pour moi, ça a rien à voir. C'est juste de l'agressivité marketing, c'est bombardé, c'est machin, c'est de l'agressivité, c'est des offres agressives. C'est pas mentir, en fait. Donc déjà, tu vois, et là j'entends le sous-entendu que tu dis dans agressif, c'est faire des offres vraiment compliquées, etc. Genre les rentabilités, on va prendre l'exemple de la finance comme tu as donné, parce que je propose moi des investissements également. Les rentabilités à 10%, c'est toujours un truc de scam. Est-ce que pour autant, tous ceux qui proposent du 10%, c'est du scam? Non, il y a toujours une petite partie où non, mais majoritairement oui, d'accord. Donc moi, je te donne mon éthique, elle est très simple. Je pense que je vais faire un petit laïus, mais elle est très simple. J'ai des grosses bases mail. Je peux spammer la terre entière d'offres de phishing, récupérer, faire des arnaques aux impôts, des machins, des trucs. Et je suis sûr que je me taille. Je prends 100 M sur un mois si je fais des arnaques comme ça. Et merci les gars, quoi. Ok. Ça sert à rien de faire ça. Enfin, je veux dire, moi, encore une fois, je reviens avec le karma, le machin, etc. Ok, super. Puis même demain, je regarde, c'est un peu plus profond que ça, même si beaucoup comprendront pas ce que je vais dire réellement, intrinsèquement, mais moi, je dis quoi à ma fille demain? Papa, il envoie des news de cul de ta copine. Papa, il arnaque les gens en faisant croire qu'il paye des impôts. Tu vois, j'exagère un peu, mais qu'est-ce que je donne? Pour l'histoire du Coco Vivi, qui s'est passé en 2020, pareil. Moi, je dis quoi demain à ma fille si je passe de l'autre côté, voilà. Et donc, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que déjà ton éthique, on n'aura jamais la même. On n'aura pas la même définition, on n'aura pas les mêmes fonctionnements. Par contre, je peux te dire que il y a une confusion dans ce que tu as dit entre agressif. D'ailleurs, t'as pas employé pour moi. À chaque fois, t'as pas employé bon mot. T'as agressif. Ouais. T'as dit border, etc. Non, tabou. Il y a des sujets qui sont tabous. La finance, la voyance. Tu mets la minceur, donc tout ce qui est un peu pilule magique. Est-ce que comme j'aime, c'est un scam? Je suis désolé, quand tu regardes leur plat, leur machin, leur truc et tout, c'est pas du scam. Maintenant, si je prends un vrai mec de la minceur, il va me dire quoi? Ouais, comme j'aime, c'est vraiment de la merde. D'accord. Donc, je trouve que c'est un bon exemple pour dire, ça m'empêche pas de faire la file pour comme j'aime, même si je sais que c'est pas forcément la solution miracle. Par contre, donc peu importe ce que tu vas me dire, peu importe ce que tu vas me trouver comme produit, ça marchera toujours pour certains types de personnes. Ça s'appelle la masse. Même le produit le plus scammy, il y a 2% des gens pour qui ça va marcher.
par exemple. Je sais pas, hein, voilà. Coup de bol, alignement des planètes, ce que tu veux. Je sais pas. Donc, partir de ce constat-là, la réalité, c'est que, soit tu te mets une éthique, et je vais donner un exemple que j'ai eu avec une salariée, la société a coulé, donc je peux en parler, c'est LPE, le partenaire européen, une société qui datait de 20 ans, qui a été créée en 92, si j'ai pas de conneries. C'était il faisait de l'immobilier entre particuliers. Donc nous, je vais t'expliquer ce qu'on faisait. On scrapait des emails sur le Bon Coin, dans l'immobilier. On envoyait la news du partenaire européen. On était payé 35 € du lead. Et il y avait 7 champs à remplir dans un formulaire. Donc ça allait très vite, on faisait pas mal de thunes. Qu'est-ce qu'on faisait? Mes salariés, ils envoyaient ça. Très bien. Un jour, j'ai une salariée, qui se reconnaîtra parce que je pense qu'elle verra cette vidéo. Elle me disait, putain Cyril, je suis emmerdé, j'ai tapé sur Google. Ils ont eu des affaires pour arnaque, de scam, en mode, ils ont arnaqué des gens, ils ont été condamnés. C'est la merde. Merde. Là, je te parle pas d'investissement, je te parle pas de dating, je te parle pas juste un truc immobilier. En gros, ils diffusaient leur offre, c'était on diffuse sur notre réseau de sites partenaires ton offre de ta vente de maison, tu payes un package pour ça et on va te trouver des clients, pour la faire très simple. Et ils vendaient ça au téléphone, avec un call center. Du coup, elle voulait arrêter, elle pouvait plus se permettre de shooter ça. Elle disait moi je peux pas, c'est contraire à qui je suis, etc. Alors elle disait pas comme ça, mais voilà. Et je lui ai dit écoute. Ils ont été condamnés une fois pour un truc, d'accord. Déjà, on connaît pas toute l'affaire, on sait pas comment, on sait pas pourquoi, on sait pas ce qui se passe. Moi, j'appelle le directeur de l'offre en question. Il m'explique ce que c'est. Il me dit, ouais, on a été condamnés parce qu'il y a un mec, machin. Enfin, il m'explique l'histoire. C'est pas intéressant. Mais grosso modo, bon. C'est un peu comme Oussama en ce moment, si tu veux. Oussama Amar, c'est, bon. Allez. Peut-être pas, on sait pas trop. Et là, est-ce que c'est le sujet réellement? Le sujet, c'est, d'accord. Est-ce que moi, je mets la CB? Est-ce que moi, je fais la vente? Est-ce que moi, j'arrive et je fais machin? Moi, je véhicule un produit, ça t'intéresse ou pas? Et là, voilà. Et là, je sais quoi, j'ai compris. Donc, du coup, voilà, je véhicule le sujet. Maintenant, à partir du moment où je sais que c'est une arnaque, c'est-à-dire, tiens, je fais de l'e-commerce, mais je livre pas, je ne relais pas ce type d'information. Par contre, c'est un vrai produit qui aide des gens. Je relais l'information. Même si le mec a été condamné, je sais pas. Moi, à mon avis, d'ici 20 ans, bien sûr que je vais avoir un mec à la con, qui, à un moment donné, va faire un truc, ou je sais pas, enfin, tu vois, il va se passer un truc. Une histoire dans une histoire, j'imbrique. Je me suis retrouvé avec un salarié qui a envoyé un jour, malgré lui, alors, va définir le malgré lui, une news pédo-porno. Violent. Sombre histoire. Alors, écoute bien, très rapide. Je te fais une histoire dans l'histoire. Hein. Le mec, il était en vacances et il envoie un truc parce qu'il avait automatisé des bordels. Nous, on le savait pas qu'il avait lancé le truc. Donc, il avait sélectionné des images un peu au pif. On sait que foncièrement, il a pas fait gaffe, il a pas fait exprès, foncièrement. Sauf que il y a tout qui est bloqué partout. Il y a des lanternes rouges partout. Je parle pas des flics, mais je parle. On parlait de spam trap. Il y a un truc qui s'appelle Spam House. Ils nous ont bloqué partout. Ils nous ont dit ok, il y a un problème sur le truc. J'ai descendu dans l'email. C'est moi qui suis allé. J'ai ma salariée, la même d'ailleurs que je parlais juste avant, qui me dit Cyril, problème, va voir le shoot. Je vais aller regarder le shoot. Oh my god. Oh my god. En plus, anecdote. La fille s'appelait. On s'en fiche. Son prénom c'était la même que ma fille. Coïncidence? Je ne crois pas. Bon, bref. Donc tout ça pour dire quoi? Le mec, on arrive, il était en vacances. On appelle l'avocat. L'avocat nous dit appelez les gendarmes. Ah bah non, on va pas. On va le mettre en tôle en fait, le mec. Le mec est en vacances. Tu vois ce que je veux dire? On va le mettre en tôle. Ouais. Ok, tout très bien. Et donc avec mon associé, on se concerte. On dit on va pas ruiner la vie d'un mec. Enfin voilà. Et l'avocate nous dit le problème, c'est que si tu le fais pas, tu vas être complice. Je sais plus ce que c'est. Ouais, je sais plus ce que c'est le terme. C'est pas exactement complice, mais c'est la même sonorité de face. C'est la même chose. La même sensibilité. C'est demain, on peut venir te porter. Enfin, ça va te porter préjudice parce qu'on peut dire que tu as, en ne condamnant pas, ça veut dire que par je sais plus quoi, tu cautionnes en fait. De manière induite, tu cautionnes, pardon, si tu ne condamnes pas. Tu vois, il y a une logique un peu bizarre comme ça. Je sais plus ce que c'est les termes. C'est à des courses. Le mec, il revient de vacances, on lui coupe tous les accès partout. Il sait pas ce qui se passe. Le mec, il comprend pas, parce que lui-même a pas trop fait gaffe, tu vois. Et on le convoque et tout. Sache que ce mec nous a foutu un prud'homme. Qu'il a perdu sur ce sujet. Et moi, d'ailleurs, j'ai dit, si le mec perd sur ce sujet, est-ce que ça veut dire qu'on peut l'attaquer au pénal? Parce que le mec, quand même, il a eu le culot. On ne lui a pas ruiné sa vie. On l'a pas amené chez les flics. Mais ça, lui, il sait pas. Lui, il arrive, il a l'impression que c'est un licenciement abusif.
Il est arrivé à l'entretien. Vas-y, attends, je raconte petite parenthèse. Mais le mec, il est arrivé à l'entretien. Il avait un mec de la CGT ou je sais plus comment t'appelles. Tu sais, les mecs dans les entretiens comme ça, tu peux demander l'aide d'un gars. Ouais, mais je sais plus. C'est comment t'appelles ça les trucs. Un représentant syndical ou délégué syndical. Un représentant syndical. Merci, voilà. Bah, il y avait le mec avec lui et tout. Donc, le mec, il savait pas du tout ce qu'on fait. On sort la photo, on l'explique. Je me rappelle, le délégué fait. Je lui dis ah ouais quand même, voilà. Et le réflexe du gars a été, d'ailleurs c'est ce qui lui a fait perdre tout. Il a dit prouvez-moi qu'elle est majeure. Vous avez la carte d'identité de cette personne, prouvez-moi qu'elle est majeure. On était là avec mon associé, voilà. Et sauf que le texte de loi au niveau de ça, il dit que c'est dans le pénal, code pénal. Hein, il dit, alors je vais plus te faire la phrase exacte, faudrait que je la retrouve, mais en gros toutes les personnes qui semblent ressembler à des mineurs ou qui ressemblent à des mineurs, il y a pas tu dois avoir la carte d'identité, bah ça veut dire que t'es condamnable en fait. Donc en gros, même si elle a l'air d'être mineure, t'as le droit d'être condamné, tu vois. Genre, tu vois, une naine dans le noir, écoute bien, une naine dans le noir où tu vois pas exactement si c'est une petite ou une naine, même si elle est majeure, si elle semble être mineure, tu peux être condamné, tu vois, au pénal, hein. Tôle et tout, hein, amende et tout. Hein. Donc, tu vois. Ouais. Et donc, le mec nous a quand même foutu un prud'homme malgré tout. Bon, bref, inexplicable si tu veux. Mais donc, je reviens en arrière. Où est-ce que tu définis ton éthique, tu vois, dans un cas comme ça? Le mec, je lui ai jamais demandé d'envoyer ça. En même temps, il y a une erreur de process quelque part. En même temps, le mec, il refuse d'avouer qu'il a envoyé un truc. En même temps, on travaille dans une industrie où c'est un peu du dating, donc c'est compliqué, machin, et tout ça et tout. Tu vois, ton éthique, elle est toujours, constamment, quand entrepreneur, mis à mal chaque semaine, chaque jour, chaque mois. Et donc, à un moment donné, si tu penses que tu vas céder à une connerie, tu céderas. Mais bien sûr, c'est toujours tentant de prendre un gros billet. Bien sûr, tu te poses la question. Et c'est sain de se la poser. Oui, je peux défoncer le concurrent du gars et prendre un sacré beau billet. D'accord. J'ai le droit de le dire. Oui, je peux entuber mon associé. Tous mes associés, je peux les entuber. Très bien. Ça, il faut le dire. Le dire, c'est sain. Ça veut dire que tu y penses. Parce que c'est plutôt ceux qui le disent pas qui sont malsains. Une fois que tu le dis, la question, c'est ce que tu fais. Il y a quand même un putain d'étape, hein, entre les deux. Tu sais, quand tu étais petit et que ta mère te priait de ta PlayStation et tout, tu étais là, tu faisais des doigts d'honneur derrière la porte, tu sais, en mode ah putain et tout, tu vois. Je sais qu'on l'a tous fait un peu dans ce genre-là, tu vois. Voilà. Il y a une différence entre le faire un peu en loose day, penser, être énervé, et finalement ne pas le faire vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un passage à l'acte qui fait une différence. Et moi, j'ai toujours mis mon éthique ici dans le passage à l'acte. Maintenant, faire des sujets border, oui, j'ai déjà fait de l'affiliation casino. Maintenant, je ne pousse pas l'affiliation casino pour inciter les gens à foutre leur patrimoine voilà, sur la roue. Maintenant, je sais que, bien sûr, il y en aura toujours qui le font, comme en crypto, etc. Mais maintenant, moi, je suis pas le papa des gens. Je me sens pas comme un sauveur. Oui, si on relaie pas ce genre de choses, personne y sera confronté. Et là, c'est la phrase de scammer. C'est oui, mais si c'est pas nous qui le faisons, quelqu'un d'autre le fera. C'est quelqu'un d'autre qui le fera, bien sûr. Je vois qu'il rigole. Mais c'est un débat qu'on a. Mais ça, c'est parce que c'est notre débat de soirée, tu vois. C'est le truc qui revient à chaque fois sur le tapis. La réalité, c'est que oui. Mais en fait, il y a une différence entre est-ce que les mecs ont ce qu'ils veulent. Tu vois, tu prends le casino. Moi, le mec, il joue, il a envie de jouer, il joue, il y va. Moi, le produit est livré. Moi, c'est pas du scam. Est-ce que j'ai envie de contribuer à ça? Ça dépend. Des fois pour tester, parce qu'il y a des notions d'argent, etc. Maintenant, à un moment donné, est-ce que tu as le droit de faire des petites digressions pour regarder un peu les comportements? Moi, j'aime bien l'analyse psychologique. Donc, c'est intéressant de s'intéresser au comportement dating, au comportement gambling, c'est très intéressant. J'adore ça. Mais pour autant, est-ce que je fais mon beurre sur du gambling? Non. Le dating, c'est pas méchant non plus. Que ce soit un Ukrainien, que ce soit une Ukrainienne, c'est même plus les Ukrainiens, que ce soit une Roumaine, ou que ce soit Jean-Michel à Niort. Désolé pour les mecs qui habitent à Niort. Ouais. Ou les Jean-Michel aussi. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Enfin, je veux dire, oui, il y en a, ils sont payés. Tu participes à l'économie. C'est pas pire que payer, je sais pas, ton essence 2 €, quoi. L'économie d'Internet, quoi. C'est l'économie d'Internet, ça. Non, pas que, non, c'était l'économie des casinos, c'est l'économie de, voilà. Ouais. Tu sais, je vais même pas rentrer là-dedans, mais là, j'ai tellement d'histoires là-dessus. Mon associé, il m'a raconté l'histoire du bois en France, les forêts en France. Je vais pas rentrer là-dedans. Ah, bah ouais. Tu sais que, je sais pas si tu connais l'histoire du cash dans les forêts, les lois qui sont passées, les répercussions qu'aujourd'hui tout le monde t'achète que du cash, même les bûches de bois et tout, parce qu'ils ont des obligations derrière. Tout ça, c'est l'État qui l'a mis en place et qui récupère des mallettes. Donc, ça, ce que je veux te dire là-dedans, c'est que mets l'éthique où tu veux, tu vois. Et tu coupes du bois, tu coupes pas du bois. Tu vois, c'est toujours très compliqué. Donc moi, mon intégrité, elle est juste à un endroit, c'est je fais pas chier les gens.
Je fais pas chier les gens. J'arnaque pas les gens. Je scamme pas les gens. Je livre mon putain de produit. Je suis pas là à faire du blank checkout sur du e-commerce parce que les mecs, ils veulent livrer des conneries, des drones à 1 euro et que les mecs seront jamais livrés. Ben voilà, que ces gens-là, enfin voilà, qu'ils aillent crever, quoi, clairement. Enfin, je veux dire, à quel moment t'arnaques les gens, etc. Voilà. Par contre, faire des stratégies marketing pour vendre des drones à 1 euro, ça peut être intéressant. Pour autant, si le mec livre pas le produit, qu'il aille se faire. Moi, je relais pas. Maintenant, je suis pas le sauveur, c'est pas moi je vais pas me faire un anti-scam, il faut les foutre en tôle, je sais pas quoi, je m'en fous. Je m'en fous. Mais je vais pas contribuer à ce que les gens se fassent arnaquer. Tu vois, c'est la limite pour moi. Ouais, compris. Compris le. Je me suis emballé là. Non, bien, mais c'est très bien, T'inquiète. Vas-y, on reprend un petit peu sur un fil bise, on va dire. Ouais. D'ailleurs, les gars, vous avez une question ou moi, j'en ai, bien sûr. Mais vas-y. Ou Anto, peut-être. Anto, je sais pas si t'as... Non, vas-y, parce que moi, c'est un peu des trucs balourds. Enfin, balourd, ça se hors feed, là. Ok. Vas-y. Je te vois très souvent parler de Telegram, que, si j'ai bien compris, toi, t'aimes bien charger aussi des canaux Telegram. Est-ce que pour toi, actuellement, le combo email plus Telegram, c'est genre un des plus safe pour garder ton audience, on va dire? Non. Ok. Non. Non, parce que... C'est quoi ce que tu préfères? Alors, aussi, en fait, c'est pas... Juste ouais, voilà. Mais en fait, tu parles d'un canal de communication. Donc, le canal de communication est de livrer un message en termes d'email, oui. Telegram, ce qui est bien, c'est que tu peux spammer. C'est-à-dire que tu peux envoyer plein de messages. Il y aura toujours des lecteurs. Là où par email, tu peux avoir des problèmes de delivery. Il n'y a pas d'anti-spam sur Telegram. Par contre, pour te répondre, pourquoi par exemple je trouve que c'est une mauvaise idée? Ça dépend des industries. Tu prends des gens comme nous, là je prends la casquette web de fou, dans le make money ou online, etc. La plupart des mecs sont connectés sur Telegram. Maintenant, si demain je vends des assurances obsèques, je vois pas l'intérêt d'aller remplir un Telegram aujourd'hui. Ouais. Donc, selon les industries, je crois que la stat 2022, c'était 24% des utilisateurs ont Telegram, un truc comme ça. Donc, je perdrais. T'imagines déjà un taux de transfo à 10%, 15%, tu vois. J'arrive sur ton Telegram. En plus, j'en aurais 1 sur 4. Je pourrais en prendre que 1 sur 4 qui s'abonnerait. Pour un canal, pourquoi faire? Pour capitaliser. Mais moi, les emails, je veux dire, t'as pas une meilleure capitalisation que les emails. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que tu veux faire de mieux qu'avoir un email aujourd'hui? Un numéro de téléphone, et encore. Ah oui, tu préfères avoir un email qu'un SMS, par exemple? Qu'un numéro ou un WhatsApp Ça dépend pourquoi. Oui. Si je suis closer et que je vends des trucs par téléphone ou que j'ai besoin d'avoir des contacts aujourd'hui, par exemple, moi qui fais de l'investissement pour des investisseurs, c'est plus important d'avoir un téléphone. Tu prends Web de Fou, sur de l'infoprenariat, c'est quand même très important d'avoir un Telegram et une base mail. Mais tu prends les assurances obsèques, c'est intéressant d'avoir des assets de pixels Facebook. Tu vois, en fait, ça dépend les typologies, ça dépend. Telegram n'existait pas il y a 10 ans, dans 10 ans, ce sera autre chose. Il faut évoluer avec son temps, faut être connecté avec ce qui se passe. Demain, ce sera un pixel sur l'IA conversationnelle de ChatGPT. Tu vois, aujourd'hui, ça n'existe pas. Voilà, si tu me diras, est-ce qu'il vaut mieux utiliser le pixel ChatGPT? Ça dépend, tu vois, il y a un peu de tout, quoi. Ça dépend de la cible, en fait, ton audience, ton marché, etc. Tu sais, dans tout ça, les gens oublient un truc, il y a des études de marché qui existent. J'en ai jamais faites. Je déteste ça et je trouve que c'est de la merde. Par contre, je le dis, c'est que, il y a quand même une réalité là-dedans, c'est connaître ton audience, où est-ce qu'elle se trouve, comment elle communique, qui sont ses concurrents, quels leviers ils utilisent. Ça, c'est des choses intéressantes. C'est vrai. Et comment tu peux innover dans le marché. Oui. Donc, une étude de marché, ça reste intéressant. Même si aujourd'hui, avec Internet, t'arrives quand même à avoir beaucoup de data, quoi, tu vois. Enfin, voilà. Études de marché, c'est l'INSEE, c'est les vidéos YouTube aujourd'hui, et voilà. T'as quand même pas mal de data sur ça, quoi. Ouais, bien sûr. Ok. J'ai répondu à la question? Oui. Ouais. L'email avant tout, quoi. Forever. Moi, je vais piquer une question que pose, enfin, la dernière fois, c'est toi qui l'as posée, Franck, et en vrai, c'est une question qui est toujours intéressante, je trouve. C'est si demain, Cyril, tu devais repartir de zéro avec 1000 balles en poche, tes compétences, donc t'as toutes tes compétences, t'as pas ton réseau par contre, c'est ça c'était ça la petite nuance de la question qui est assez intéressante. Qu'est-ce que tu ferais pour redémarrer un business prospère rapidement? Pareil, moi, ça manque d'une précision cette question, c'est j'ai des assets ou pas? J'ai une clé USB avec mes bases mail ou pas?
Non, non, justement, t'as tes tu repars de compétences, zéro. mais t'as pas tes assets, ouais. T'as tes Ouais, compétences, t'as des euros en poche, t'as 1000 balles en poche pour recommencer, quoi, pas partir de 0-0 parce que c'est beaucoup plus dur. Donc pas de réseau, pas d'assets, pas de ça. Vraiment zéro, genre je commence comme n'importe qui, quoi. En gros, c'est la question, c'est si tu recommences à zéro. Mais par contre, t'as tous tes skills actuels. C'est-à-dire que vraiment, t'as tout ce que tu connais, tu l'as. Je l'ai fait déjà. Alors je l'ai pas fait en étant à zéro, mais je l'ai fait de zéro de moi-même de A à Z en 2020. C'est web de fou. C'est-à-dire que je suis reparti. Alors c'est pas une question de 1000 balles, mais j'ai dit je peux pas utiliser mes assets email, je peux pas utiliser mes media buyers, je peux pas machin, je dois tout reconstruire. Et je dois pas utiliser mes outils. Je me suis fait un petit challenge perso. Pour moi, web de fou, c'est un challenge perso initialement. Je sais que c'est un peu bizarre pour des gens, mais moi, c'était un peu un délire parce que quand tu navigues dans l'email et l'ADS, à un moment donné, tu dis, OK, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, moi, j'ai l'instinct de survie, en fait. Donc, je me dis, putain, voilà. Et je l'ai fait, c'est web de fou. Donc, moi, aujourd'hui, est-ce que je referai le même choix? Après, maintenant, avec les skills que j'ai, je pense franchement, honnêtement, tu me mets dans quel pays? Ça dépend du pays après. Où tu veux, en vrai. C'est pas OK, Eva. Où tu veux. Alors, je vais chercher des investisseurs et je lève des fonds. Je fais ça obligatoire. Ouais. Si j'ai 1000 balles en poche, je prends un billet d'avion et je vais dans des groupes Facebook, je crée un compte Facebook, machin, etc. Je récupère des gens sur place expatriés qui ont un peu de pognon dans des groupes d'entrepreneurs, etc. Et je vais leverage du pognon. Donc, levier. Je vais lever du pognon pour développer un projet. Et ça, c'est la crypto qui m'y a sensibilisé. C'est les gens sont prêts vraiment à mettre beaucoup de pognon pour des trucs, pour des JPEG. Bah, finalement, la promotion immobilière, c'est une façon de faire de la crypto de manière beaucoup plus safe et beaucoup plus sécure. Tu fais de la promotion immobilière, tu fais des plans, tu fais des JPEG et tu vas vendre la construction parce que tu as les bons partenaires. Le smart contract, c'est le constructeur pour une maison. Le designer NFT, c'est ton architecte. Tu vois, enfin, je te laisse faire tous les parallèles que tu veux. Et là, tu as beaucoup plus de pognon à aller faire avec 1000 balles. Voilà, ce serait ce que je ferais aujourd'hui si vraiment, voilà. Maintenant, réellement, est-ce que je ferais ça? Ça, c'est la réponse la plus pragmatique. La réalité, je pense, je ferais un produit, je le vendrais sur Internet et je ferais du Facebook Ads. Voilà. Donc, tu vois, il y a vraiment deux poids, deux mesures en fonction du mood, en fonction de ce que je veux faire, en fonction de l'argent. Par contre, clairement, la promotion immobilière me permettrait d'aller très vite. Mais par contre, la rentabilité, enfin, la rente, comment dire? J'ai pas le mot, la trésorerie, la liquidité mettrait du temps à arriver en promotion immobilière, alors qu'avec un produit digital, elle est immédiate. Mais bon, en risque-reward, quand ils pensent vraiment, entre ton Stripe bloqué, ton Facebook Ads Manager, ton machin, l'argent que tu peux perdre, comment tu fais, t'as quand même un gros risque avec 1000 balles à aller faire du business en ligne sur une formation. C'est quand même beaucoup plus risqué. Alors que prendre un avion, aller faire de la promotion immobilière, si t'as les bons partenaires, t'as juste à communiquer, tu peux trouver des deals avec la parlotte et tes skills. Ouais, vas-y, tu peux me faire de la pub, je vais te rendre un service, je vais te labourer ton jardin, je vais te faire tes travaux chez toi. Il y aura toujours un truc, en fait, en contrepartie. Faudra juste trouver les bonnes personnes. Donc voilà. Donc ouais, à la fin, je reviendrai, je pense. Là, je fais le raisonnement en même temps. Je reviendrai sur le numéro 1, à savoir faire un effet de levier. Et si c'est pas de la promotion immobilière, ça peut être un SaaS, ça peut être, je sais pas, des trucs comme ça, quoi. Voilà. Et ça me paraîtrait le plus simple. Voilà. Parce que si tu vas en ligne, le million, il sera beaucoup plus compliqué à avoir, à part si tu buzzes. Mais si tu buzzes avec les algos, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Voilà. Donc, alors qu'avec en faisant un projet comme de la promotion immobilière, bon, ça va te prendre quoi, 2 mois à trouver tous les partenaires et tout. Après, tu communiques dessus, le réseau, ça va vite. Hein. Okay. Et du coup, tu dis pour ta deuxième idée, donc celle que tu ferais pas forcément, mais tu dis je ferai un produit et je la lancerai avec Facebook Ads. Pourquoi Facebook Ads? Alors, parce que j'ai dit ça, parce qu'aujourd'hui j'ai une vision sur le produit que je pourrais faire comme ça. C'est plutôt un truc B2B. En vérité, ça dépend de l'audience et le produit que tu fais. J'ai dit ça parce que j'aime bien. En fait, Facebook Ads c'est un peu plus des vieux qu'avant, donc des gens comme nous. Et du coup, désolé, mais du coup c'est des gens qui sont un peu plus intéressants, qui sont prêts à lâcher un peu plus d'argent, et donc très rapidement tu peux vendre ou créer un réseau avec de la pub. En fait, il y a quelque chose qui est sous-estimé en publicité, c'est que les gens regardent un ROI, alors qu'en vérité tu développes un réseau. Moi, ma pub la moins rentable a été finalement la plus profitable, parce que c'est là où j'ai rencontré des associés, j'ai fait des dizaines de millions de chiffres d'affaires avec des associés qui sont arrivés via une pub que j'ai faite, qui a été la pub la moins rentable. Donc est-ce qu'elle a été moins rentable finalement? Compliqué. Ouais. Voilà. Donc tu vois, ce côté notoriété dans la pub, moi j'invite tout le monde à faire de la pub tout le temps, quoi qu'il fasse, parce que y a un levier qui est de notoriété qui n'est pas dans le ROI, dans le ROAS, etc. C'est la communication, etc. Et tu vois, Arthur, je crois, tu me disais que tu m'avais vu passer sur mes pubs de Web de Fou à l'époque. C'est Franck. Ouais, pourtant,
Franck, pardon, c'était Franck alors. Mais tu vois, parce que Franck était en bas à droite tout à l'heure. Ouais, mémotechnique visuelle. Et du coup, bah tu vois, c'est un truc intéressant. Tu sais, c'est si le mec vient de parler ou pas de parler, il peut déclencher des choses ou pas. Et tu vois, quelques années plus tard, on se recroise là sur une vidéo, un podcast sur Twitter, et finalement, t'avais déjà vu ma pub, quoi. Tu vois. Et tu vois, c'est un levier qui est sous-estimé, ce truc-là. Ah ouais, clairement. Et d'ailleurs, tu peux expliquer vite fait, parce que je trouve ça marrant, tu dis que tu as rencontré tes associés via une pub. Je comprends pas comment c'est possible, t'as pas fait de la ads pour rencontrer des associés quand même. Bah écoute, franchement, c'est un nouveau business je pourrais créer, quoi. C'est comment rencontrer des associés, vas-y, fais de l'ads, quoi. En vrai, qu'est-ce qui s'est passé? Je parlais de rencontres en ligne, de dating, etc. Et j'ai un mec qui est arrivé qui m'a dit, tu sais que j'étais moi aussi numéro 1 affiliation sur Mythique via Time One, une régie d'affiliation. Enfin à l'époque c'était Public ID et Public ID. Et je sais pas pourquoi je dis ID, c'est Public ID, mais peu importe. Du coup, je lui ai dit ah bon et tout. Et au début j'ai cru que c'était un peu, tu sais, genre ah ouais moi aussi machin et tout. C'est avéré que le mec me racontait pas des conneries. Il m'expliquait son process, son machin et tout. On a discuté, on s'est rencontrés. Il était à Dubaï. J'étais à Dubaï à ce moment-là. On a mangé ensemble. Il m'a présenté un de ses associés. Et en vrai, un mois plus tard, je lui ai envoyé un transfert de 400 000 balles pour investir dans un de ses projets. Alors là, c'est devenu l'associé clairement par la force des choses. Ma femme m'a dit t'es un ouf, t'es un malade. Fais pas ça. Mais si je le sens, t'inquiète et tout. Voilà. Et finalement, j'ai créé une relation avec ces deux associés qui était assez incroyable et c'est toujours des amis et des associés aujourd'hui. Et on a fait beaucoup d'argent. Je suis allé lever des fonds pour transférer. Je vais te donner la logique de pourquoi et qu'est-ce que c'est. Alors, je parlais pas du produit, mais pour la faire très simple, c'était un truc d'e-commerce et il y avait des délais. Tu sais, ils étaient chez ClickBank. Ils avaient une exclue social. Et en gros, donc on était les seuls à pouvoir puber sur Facebook. Et il y avait 14 jours de roulement chez ClickBank. Donc en gros, ClickBank faisait le paiement et il loquait 10% pour les refunds si jamais il y avait un problème ou quoi que ce soit. Et il te payait à 14 jours. Et sauf qu'on dépensait entre 80 et 400 000 balles par jour, quoi. Enfin 250 000 par jour. Et qu'il fallait absolument... on a rincé l'offre. Hein. Et il fallait absolument un roulement de liquidité. Donc du coup, tu vois, typiquement, je suis allé lever... beaucoup d'argent, alors que c'était absolument pas mon métier, que je savais pas comment faire, je savais pas quoi faire, je savais pas machin, etc. Donc moi j'ai envoyé en perso 400 000 boules. À noter que j'avais mes sociétés en France, que j'ai dit à ma banque, j'ai envoyé les contrats, les machins et tout. J'aurais dit s'il vous plaît, je veux envoyer 100 000 balles. On l'a fait et vous allez. Et l'offre était incroyable. L'offre c'est, regarde bien, je pense n'importe qui dira oui et tu comprendras. Je donne une putain d'idée quand même. Mais j'y vais parce que c'était un peu l'exemple de AI marketing à une époque, mais tu vas voir un peu mieux ficelé. C'est les gars, mettez-moi votre cash, on va dépenser sur Facebook Ads, et dans 14 jours, je vous rends 20%. Je vous redonne votre capital plus 20%. Parce que notre pub, elle fait forcément plus de 1.2 de ROAS. Donc, parce que nous, on a des règles spécifiques, on cut des pubs, des machins. Donc, donne-moi ton cash, et je te redonne ton cash plus 20% dans 14 jours. Évidemment, les premiers qui ont fait confiance, ils étaient en panique. Une fois qu'ils ont vu que ça marchait, ils ont dit « Oh putain, on amène les copains, on veut tout le monde. » Sauf qu'on a bloqué et forcément, tu fais descendre les prix. C'est plus 20%, c'est 5%. Ah ouais, mais bon, quand même. Et donc, du coup, pendant ce temps-là, c'était la stratégie globale. On passait non plus de 14 jours payout, enfin de 14 days payout, on passait à 3 days payout. Et à partir de là, on avait la liquidité pour avoir un roulement. Et donc, à partir de là, on n'avait plus besoin des investisseurs. Voilà. Donc, voilà, typiquement, ce genre de truc qui a découlé d'une pub Facebook non rentable. Ok. Non rentable. Voilà, qui finalement a été très rentable. Donc tu vois, c'est pour ça que c'est ce que je disais au début, c'est tu vois, il y a des KPI qu'il faut regarder qui sont pas ceux que la plupart des gens regardent en fait. C'est pour ça que les réponses moi soit il faut me poser des questions ultra précises, soit c'est toujours plus compliqué que ce qui n'y paraît. Tu vois, c'est parce que j'ai rencontré 2 associés comme ça. Aujourd'hui, je suis toujours associé. Ça a fait beaucoup de chiffre d'affaires. J'ai pas pris tant que ça en marge non plus, mais ça a été quand même très rentable au bout du bout. Mais pourtant, cette pub n'était pas destinée à ça au départ. Donc tout ce qui est ce que j'appelle la rentabilité écosystème, la LTV, elle est colossale. Parce que si en plus tu rajoutes les autres produits qu'on a fait, les autres bis qu'on a fait, les machins, les trucs, ça a été finalement ma pub la plus rentable ever. Ouais, clairement. Ok. Arthur, tu veux y aller ou Anto ? Anto, non ? Ouais, tiens, comme tu parles beaucoup d'associés, est-ce que t'es associé sur quasiment tous tes bises ou t'en as des solos ?
Web de fou solo, et encore, je pense que je vais m'associer cette année. Il y a que Web de fou en solo. Alors, ouais, il y a que Web de fou en solo. Alors, je fais un petit listing rapide. Non, c'est juste, ouais, et surtout pourquoi en fait, et pourquoi, et est-ce que t'as des salariés aussi? Tiens, c'est intéressant aussi de savoir. J'avais beaucoup de salariés avant, maintenant j'en ai 0. Et pour te répondre, tu vas voir, c'est très logique, c'est très lié. D'ailleurs, ta question, elle est induite à ça. Plus seul, tu vas vite. À plusieurs, tu vas plus loin. C'est une réalité. C'est que aujourd'hui, sans mes associés, je vivrais très bien. J'y arriverai. Mais qu'est-ce que je ferais vraiment? Je serais derrière mon ordi, je veux dire, c'est quoi le sens du bordel, quoi? Avec des associés, on construit des projets, on bâtit des choses, on rencontre des gens. J'ai un client, c'est un pilote de F1, par exemple. Jamais j'aurais pu le rencontrer si je m'étais pas associé avec des gars dans l'investissement, par exemple. Donc, est-ce que j'ai des salariés? Moi, directement, non, j'en ai plus. J'étais monté à 25 salariés et 25 prestats full-time à une époque. J'ai tout arrêté. Ça m'a donné des acouphènes. Ça m'a rendu dingue, clairement. Et je me suis surtout dit cette phrase. Putain, t'imagines si j'arrive le soir avec mes gamins et que je suis rincé comme ça. Je passe la journée à éduquer des gens, à expliquer, à machin, à blablabla. Et à mon avis, le soir, j'aurais plus le temps pour mes gamins, quoi. Et quand j'ai compris ça, ma femme était enceinte. Et j'ai dit stop. Voilà. Donc, il y a une réalité, tu vois, il y a un changement de paradigme. Et finalement, je suis allé encore plus loin aujourd'hui avec des nouveaux associés. Aujourd'hui, j'ai 16 associés maintenant, peut-être. Enfin, ouais, j'en ai perdu un, j'en ai gagné 2, donc j'en ai 16. J'en avais 15. J'en ai 16 et je suis associé partout. Et c'est eux qui gèrent, selon certains cas, des gens, des équipes. Ça peut être des prestats, ça peut être des salariés. On va dire l'aspect production ou management, c'est des prestats ou des salariés qui la gèrent en fonction des typologies de business. Il y en a où il y a pas de salariés, il y en a où il y en a beaucoup, il y en a où c'est l'IA. Et d'ailleurs, on me demande souvent, tu fais de l'IA et tout. Tu vois, pareil, je suis emmerdé à répondre, quoi. Ben, moi, concrètement, non, mais en fait, oui, avec mon associé, mais c'est pas moi qui gère, quoi. Donc, voilà. Par contre, je prends le learn, quoi. Je prends le knowledge. Parce qu'en fait, tu te rends compte, et ça revient à mon profil, que plus tu mets d'associés, plus ils vont faire des choses, et plus tu arrives à avoir de la data pour que toi tu manges et que tu puisses être bon dans la stratégie ou des choses comme ça. En gros, les univers, dans différents univers, tu récupères cette data. Tu vois, moi je suis pas un e-commerçant, je travaille avec des e-commerçants. Je suis pas un avocat, mais je travaille avec beaucoup d'avocats fiscalistes, d'incorporations, etc. Je suis pas, tu vois, je suis pas plein de trucs, mais par contre je travaille avec beaucoup de gens qui me donnent leurs données, leurs data, et qui me permet de manger, de digérer, d'apprendre, d'avoir des study cases, donc des études de cas, d'avoir des choses qui me permettent de matcher. Et finalement, tiens, ce truc-là, c'est vrai, pourquoi est-ce que je le ferais pas là? Voilà. Et c'est ce qui fait que je suis bon en tant que consultant, en stratégie, etc. C'est parce que du coup, j'arrive à matcher beaucoup de data et à créer un bagage. C'est ce que j'appelle le 1 + 1 = 3, quoi, en gros. Alors, j'ai une autre question. J'ai pas... bah, tu vois. Ah, bah, j'en avais une qui allait avec. Vas-y. Sinon, j'y vais, vas-y. Je l'ai dit, est-ce que tu penses que tu as des paliers qui sont compliqués à passer en termes financiers? Tu vois, genre le 0, 3000, 3000, 10 000. Est-ce que tu as des paliers où tu sens, tout seul, par exemple, c'est compliqué après? Alors, je vois ce que tu veux dire. Je vais te donner ma théorie. Ça reste une théorie, tout ça. J'ai pas de vérité là-dessus. Quand t'as pas d'argent, c'est ton temps qui permet de faire de l'argent. Quand t'as de l'argent, c'est l'inverse, t'as plus le temps. Et c'est ton temps qui est précieux. Donc quand t'as le temps, c'est l'argent qui est précieux. Quand t'as l'argent, c'est le temps qui est précieux. Donc, c'est très logique. T'as un chemin, t'as une croix. Tu vois, t'as des trucs qui se croisent à un moment donné. Donc, l'interstice d'entre les deux, pour ceux qui sont un peu matheux, qui voient les courbes, etc., au départ, en fait, ce qui te semble compliqué, c'est parce que t'as pas le mindset. C'est-à-dire qu'en vérité, au début, si t'as le temps et que t'as pas l'argent, c'est parce que clairement, t'as pas la bonne réflexion ou t'as pas eu le bon truc. Je vais résumer cette phrase. Mets un millionnaire ailleurs dans le monde, il redeviendra millionnaire. Pourquoi? Parce que il a l'état d'esprit, il a le machin, c'est ta question à 1000 balles, voilà, si t'as 1000 euros quelque part, machin, etc. Ok. Il a pas le même procédé, il a pas la même logique. Donc en vérité, ce qui est le plus dur, c'est pas tellement le palier d'argent, c'est le palier du mindset. Je crache pas sur les mecs. Alors, je crache beaucoup sur les coachs développement personnel, mon cul, les coachs de coach. Mais, à l'inverse de ça, le mindset est ultra important parce que moi, si tu me mets avec ce mindset il y a 10 ans, je vais, 5 fois plus vite. C'est certain. C'est évident. Alors que, par contre, tu me remets aujourd'hui mon mindset à l'époque, mes sociétés se pètent la gueule. Donc, c'est pas une question de temps ou d'argent.
Enfin, si, un peu, tu vois. En fait, l'argent achète l'expérience, achète les souvenirs, achète la compétence, si je peux dire. Enfin, l'expérience et donc la compétence. Peut-être mal acquise, parfois. Et donc, en fait, c'est cette évolution de mindset et de réflexion qu'il faut avoir pour se dire, OK, bah, tiens, ce palier-là, je peux aller le péter. Et évidemment, le mindset, c'est rien n'est impossible, quoi. Pourquoi je fais ce choix-là plutôt qu'un autre? Pourquoi, tu vois, le fait que je te dise, fais de la pub, bordel, ça va te ramener d'autres choses que du ROI. Bah, tu commences, tu te dis, ouais, si tu veux, Cyril. Mais non, moi, j'ai besoin de 500 balles à la fin du mois. Tu vois, donc, si tu veux, il y a des leviers où il faut avoir confiance en l'avenir. Et donc, tu vas vite te rendre compte qu'au début, finalement, le vrai problème, c'est la confiance en soi. Et à l'inverse, ce qui tue les entrepreneurs à terme, c'est l'excès de confiance en eux. Donc, tout ça, c'est très logique. C'est très mécanique, c'est une courbe. Donc, c'est assez simple. Voilà, en tout cas, c'est ma vision et c'est ma théorie. Et parce que c'est quoi la différence entre toi il y a 5 ans et toi aujourd'hui? C'est qu'aujourd'hui t'as beaucoup plus la dalle qu'avant ou? Parce que tu vois, il y a 5 ans t'étais à Dubaï, je pense. Ouais. T'avais déjà passé un peu un cap, je trouve, dans ce que tu faisais. Donc en fait, c'est quoi la différence entre avant et aujourd'hui? Il y a, je sais plus combien de temps, je dirais il y a 7-8 ans, j'ai voulu recentrer mes business autour des gens, parce que quand tu balances des emails, t'as beaucoup de stats. C'est très chiant. Et toi qui fais de la file, enfin vous qui faites de la file, vous voyez ce que je veux dire, c'est bien les stats, ça fait de l'argent, tout ça. Mais à un moment donné, t'as envie de reconnecter, et je pense que ce podcast est une de ces raisons-là pour vous. J'en sais rien, mais c'est un peu l'idée globale. Il y a un moment donné, quand tu gères de la stat, t'as envie de reconnecter avec les gens. Et moi, je trouvais ça intéressant d'aller discuter, d'aller rencontrer, d'aller machin. J'avais pas de face publique. J'étais, vous savez comment ça marche dans l'affiliation, quoi. On est là, on n'existe pas, quoi. On est des noms de domaine. Moi, j'avais pas de site web. C'est-à-dire, c'était compliqué d'expliquer aux gens que ma société n'avait pas de site web. Ils comprenaient pas. Vous travaillez dans le web, vous avez pas de site web. Et tu vois, c'était très bizarre. On a connu ça aussi, ouais. D'ailleurs. Et tu vois, ça, c'est un symptôme qui fait que c'est pas bon. Je l'ai compris après coup. C'est-à-dire, ok, c'est marrant, c'est machin, c'est tout ce que je veux, c'est gamin, en fait. La vérité, c'est que tu peux pas connecter, tu peux pas reconnecter avec les gens. Et Web de Fou a été l'existence de ça, c'est de dire, je vais me mettre sur le marché d'une certaine façon, je vais aller pénétrer le monde des youtubeurs et je veux reconnecter avec des gens intéressants. Je pense que dans les prochaines années, les mecs, ils vont pas se trouver, ils se trouveront toujours dans le réseau à Paris, ils se trouveront toujours dans les trucs à Dubaï, ils se trouveront toujours par là. Mais finalement, le web va s'ouvrir et les gens vont reconnecter entre eux. Et je veux dire, avant que tu sois sur YouTube, tu regardais des vidéos YouTube de mecs qui se connectaient entre eux. Je parle des Jean Rivière, oui, je vous avais forcément connu. Je parle des Jean Rivière, des hackers, etc., machin. Ok, tu les regardais de loin et tu disais, ah cool, moi, première vidéo de Jean Rivière, je suis tombé dessus, c'était 10 000 euros par mois. Et après, j'étais là, oh putain, il y a un connard sur le web qui dit, ok, je gagne un peu de fric, qu'est-ce que je fous après, quoi? Et moi, c'était une situation, ça date de 2013, son truc, où je me suis dit, putain, il y a un mec qui aborde ça, quoi. Tu vois. Et c'est important de partager du contenu, etc., machin. Moi, un de mes regrets actuels, c'est, je partage pas assez de vidéos, assez de machin, parce que j'ai pas le process, j'ai pas la fibre pour ça, je suis pas de la génération, Z, soja, machin. Donc, du coup, ce que je veux dire, c'est que je suis pas dans ce délire-là. Et sympa pour nous. Moi mais vous êtes pas soja, machin, si? Non, j'en sais rien. Non, mais par contre, nous, on fait du contenu vidéo. Ouais, mais moi aussi. Non, mais attends, moi aussi, je fais du contenu vidéo, mais j'aimerais en faire plus. Regarde, t'es pas là à prendre ton téléphone et faire une vidéo tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a, ils font que ça. Et voilà, t'as un métier. Tu vois, c'est ça le sujet. C'est un métier, en fait. Donc, et j'ai pas cette fibre de me dire, tiens, vas-y, je vais foutre mon stabilisateur, je vais dire, salut les loulous, machin. Je l'ai pas. J'ai du mal. Et du coup, et c'est vrai que, mais il faudrait, parce que moi, à l'époque, j'étais content que les mecs le fassent. Et je trouve que c'est ça qui est bien, c'est qu'avec l'évolution et le temps, les gens ont apporté beaucoup de valeur au fur et à mesure. Et c'est ce qui était très intéressant. Et c'est ce qui fait qu'on se regroupe aujourd'hui grâce à ça. Tu vois, c'est ces mecs-là, c'est ce genre de choses, des mecs qui partagent du contenu. Je partagerai pas du contenu, je serai pas là. Vous partagerez pas du contenu, vous serez pas là non plus. Donc il y a quand même une réalité autour de ça, qui fait que je trouve que ouais, ça a fait une évolution de la reconnexion. Et donc pour répondre, arriver sur la fin de cette prose, c'est de dire. Je sais pas. J'essaie en fait parce que les réponses sont toujours un peu plus voilà. C'est de dire que quand tu veux reconnecter avec les gens, à un moment donné, t'attires aussi l'espèce d'abondance personnelle, c'est de dire t'attires les gens qui ont le même besoin que toi. Tu reconnais. Mon associé disait les gens bien se reconnaissent entre eux. Et donc en fait, quand tu partages du contenu, tu reconnais très vite les gens bien et les gens pas bien. Voilà. Et donc voilà, et c'est là-dessus qu'il faut aller, et c'est là-dedans qu'il faut continuer. Et moi, je fais en sorte de garder cette fibre de dire
Je veux que des gens bien autour de moi, des partenaires, des associés. Tu vois, je me réveille pas. J'ai 16 associés, je me réveille pas le matin en me disant qui va me la foutre à l'envers. Et ça a pas de prix. Et donc pour répondre à l'histoire de l'argent, machin, etc. C'est pas un sujet l'argent. Aujourd'hui, moi j'aime construire des projets, des machins et tout. Je peux m'arrêter de travailler pendant plusieurs générations. Je suis pas inquiet. Mais je vais faire quoi? Dis-moi, je vais faire quoi? Je vais mourir d'un cancer de la peau à la plage? Mais bien sûr, c'est le kiff. La rencontre. C'est ce que j'essaie de dire très maladroitement. La rencontre des gens, la rencontre des trucs et tout. Et puis je suis pas un gros voyageur parce que voyager, ça me rend malade. Tu prends l'avion, t'as décalage et tout, c'est casse-couille. Je suis vieux, j'ai ma gamine. Je préfère jouer au Uno avec ma gamine chez moi, tu vois. Et du coup, Internet, c'est incroyable pour ça, la rencontre. Et moi, c'est ce qui me fait le plus kiffer, la rencontre. Clairement. Mais là, tu vois, je suis dans le dating. Le podcast, hein. Ouais, en plus. Oui. Ouais, et nous, le podcast, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, c'est ce que je te disais. Tu vois, c'est au final, ce que tu es en train d'expliquer, c'est exactement la réaction que j'ai eue quand tu as envoyé un message pour nous proposer pour le podcast. Tu vois, je me suis dit, c'est ouf quand même. Et en effet, nous, le podcast, il a un peu plus d'1 an maintenant, enfin 1 an et quelques mois. Et grâce au podcast, on a rencontré des gens oufissimes, quoi. Et en effet, c'est un super moyen de connecter. En tout cas, ouais. Tu connectes. Cool. Et après, le jeu du public, c'est il y a des gens que t'aimes pas spécialement ou qui correspondent pas ou qui mentent ou qui machin. Voilà. Après, t'es dans une phase où tu peux pas dire certaines choses non plus. Et ça, c'est un truc qui m'énerve un peu plus, tu vois, parce que tu respectes les gens. Voilà. Mais bon, il y en a, c'est des tocards, quoi. Tu vois, des mecs. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Voilà, j'en citerai pas, mais voilà. Et tu sais jamais au premier abord. Voilà. Parce qu'il y a des mecs qui ont beaucoup de thunes qui sont aussi des tocards. Hein. Faut pas l'oublier non plus. Ouais, surtout, même essentiellement. Mais ouais, voilà. Donc ouais, la rencontre. Et je partage à 100%. Est-ce que tu as eu dans ta vie d'entrepreneur des gros moments de down? Parce que c'est pareil, ça c'est des sujets qu'on aime bien aborder avec les gens qu'on reçoit, parce que l'entrepreneuriat c'est jamais très lisse. T'as traversé des phases très dures dans ton parcours d'entrepreneur? Alors ouais, à beaucoup d'étapes. Donc là, il va falloir que tu précises, c'est-à-dire financière, humaine, sociale. Psychologique, moi je dirais plus. C'est vraiment dur psychologiquement. C'est-à-dire que ça peut être lié à une problématique financière, à une problématique humaine, mais vraiment tu as traversé un truc qui psychologiquement était dur, où tu avais peut-être une énorme baisse de motivation. Enfin. Alors ouais, en effet, il y a deux. J'avais pas. Alors excuse-moi, je mélange. J'allais pas du tout répondre ce que je vais te dire, parce que tu as rajouté le baisse de motivation, ce qui est pas la même chose. J'ai eu des gros, donc je vais répondre les deux. J'ai eu des gros downs psychologiques qui sont liés au stress. C'est-à-dire, quand tu fais du biz, n'importe quel biz tient à pas grand-chose. Et ça, c'est normal. Il faut être OK avec ça. Avec ça. Je vais te donner l'exemple de voyage privé. Voyage privé, tout leur business tient, en tout cas tenait, à 3 gars. Et ils en ont des salariés. Mais il y avait 3 gars qui tenaient. Ils étaient plus là, la société était morte. Les business, ça marche comme ça. Donc, à partir du moment, ça, c'est une petite réalité. Là, paraît simple, dit comme ça. Mais tu vois ce que je veux dire. Ton business, il tient à 3-4 sites. Il tient à 2 machins. Putain, faut faire gaffe. Et il arrive un moment où, un mot-clé même parfois. Un mot-clé parfois, voilà. Et donc, il y a des fois où, ton business, à un moment donné, ton mot-clé, il va se faire défoncer, quoi. Et ça arrive tôt ou tard. Donc, moi, dans l'email, bien sûr, les problèmes de délivrabilité, j'avais des mois, je faisais 80 000 balles. Et d'un coup, tu fais 0. Et t'as des charges à payer, des salariés qui sont là, qui nourrissent leurs gamins, etc. Donc là, il y a des grosses pressions. Je suis déjà passé à 1 000 € du redressement judiciaire avant de remonter la boîte. Je suis descendu à moins 29 000 de découvert. On avait jusqu'à moins 30 000. Et on a remonté la boîte. Cette boîte, elle est retournée en 2022 en redressement, liquidation, machin. Et là, j'ai dit stop. On a arrêté la boîte. Ça y est, elle est en liquidation, etc. Enfin, redressement, etc. On n'a pas pu rembourser des crédits de banque, etc. On n'a pas fait beaucoup de choses pour plein de raisons. C'est pas le sujet aujourd'hui parce que je peux en parler 1 heure. On a essayé d'être le plus clean possible, le plus parfait possible, mais il y a eu des downs financiers liés à des problèmes des fois t'en as marre, tu veux plus continuer parce que tu vois, 15 ans après, t'es toujours soumis à ces trucs-là en fait. Et moi, ce que ça m'a appris, c'est la gestion du stress. C'est en gros, à une époque, j'étais en panique totale. Aujourd'hui, c'est pas grave. Voilà. Dans le genre, c'est pas grave, je pouvais me battre pour sauver la boîte absolument et allez, on y va et machin et tout, mais j'avais autre chose à faire parce que mes priorités n'étaient plus dans une logique. Il y avait plus d'humain, c'était de la technique. Il y avait plus de, tu vois, il y avait plus de
il manquait la connexion humaine, la rencontre finalement avec l'autre. Et du coup, à quoi bon pour aller faire du chiffre? Moi, je peux faire plein de choses, c'est pas grave. Et donc j'ai coulé une boîte vieille de 7-8 ans parce que c'était chiant. Et donc les downs que j'ai eu psychologiques dans des redressements judiciaires, ils étaient durs parce que, et ça c'est un mec qui me l'avait dit il y a quelques années, quand tu traverses des redressements judiciaires, tu te prends des torrents de merde. Et c'est vrai. Et je comprenais pas ce que ça voulait dire à l'époque. C'est tous les organismes de tout partout tout le temps. C'est l'organisme des salariés, c'est l'URSSAF, c'est ton RSI, c'est ton supplier, enfin ton fournisseur, c'est la banque, c'est ton comptable, c'est plein de trucs. Et du coup, c'est horrible, hein. D'ailleurs, c'est un vrai système qui va pas. C'est qu'en fait, tu passes ton temps à gérer des merdes, alors que tu devrais passer ton temps à réparer dans la théorie. Et en fait, ça marche pas. La réalité, c'est qu'on aurait pu remonter la boîte, mais la banque nous a fait une quenelle. Je vous le dis sincèrement. On aurait pu les poursuivre. C'était la BNP Paribas. Il y a eu un gros conflit d'intérêts. Parce que le mec voulait en fait, j'avais de l'argent chez eux, ils voulaient que je fasse un apport en compte courant. Et, ils m'ont mis des ultimatums. Et à la fin, j'ai pas cédé à l'ultimatum. Et du coup, j'ai dit, tant pis, on coule la boîte. Et au moment où on a enclenché les démarches, je dis, non, mais c'est bon! On peut, machin et tout. On a dit, c'est trop tard. Voilà. Donc, la banque a joué un jeu de dupe et elle nous a baisé, clairement. Mais c'est pas grave. C'est ok, tant mieux. Franchement, tant mieux. Chouette expérience. Et donc, ça, c'est pour les downs psychologiques. Je suis un peu passé outre, mais c'est de dire, t'as des fluctuations qui font que t'apprends à gérer ton stress, en fait. Et je pense pas que la fluctuation de ton stress crée du résultat. Je pense que plus t'es un taré, plus t'as peur, plus t'es dans un sentiment d'insécurité, plus tu vas bosser et plus tu vas faire du pognon. Et donc, j'arrive à la deuxième phase, qui est de dire, quand t'as trop de pognon, du coup, qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça le sujet. C'est la phase numéro 2, c'est des traversées du désert, des baisses de motivation. Tu vois très très vite dans les comportements humains, des mecs qui ont la dalle, qui sont agressifs, qui vont et tout, c'est des mecs qui ont besoin d'aller faire du fric. Quand t'entends plus parler de ces mecs-là, qu'ils arrêtent les formations, qu'ils font plus de machin, qu'ils sont cool, tu vas comprendre. Hein, c'est qu'ils ont pris un peu de pognon. Donc, en gros, pourquoi? Parce que quand t'as du pognon, t'as une quête de sens. C'est, ok, bon, j'ai du pognon, c'est bien, mais t'as toujours la grille de dire, oh, putain, je veux bâtir quelque chose, je veux machin. Combien de gens, une fois qu'ils ont fait un peu du pognon bizarrement, ils disent, allez, maintenant, je vais bâtir. C'est complètement con. Je trouve que c'est un raisonnement complètement débile. Parce que, alors, c'est bien de l'avoir, mais en fait, t'aurais dû l'avoir avant, ce raisonnement. Parce qu'aujourd'hui, t'aurais pas tous ces downs, t'aurais pas tes machins, t'aurais pas tes trucs. Et donc, pour ça, il y a un palier. Le palier se situe entre 1 et 5 millions de patrimoine. En gros, quand tu te retrouves, ça dépend les gens. Ça peut être à 1, allez, j'ai fait mon premier million, je sais pas quoi, de patrimoine. Ça peut être à 5. Le down, il est entre 1 et 5. Ça dépend les gens. Ça, je l'ai vu chez beaucoup d'entrepreneurs. Où là, t'as un down. Parce que tu dis, putain, je vais passer quoi? 10, 15, 20 ans encore à gérer les mêmes merdes? Ouais, non, mais tu places un CEO, tu fais machin. Ouais, mais j'ai pas envie. Voilà. Et en fait, t'as une quête existentielle, t'as une quête de sens sur, putain, qu'est-ce que je vais faire? Et là, tous les mecs qui vont me regarder, qui ont fait beaucoup de pognon, ils vont comprendre ça. C'est que quand t'as ce down-là, t'as une période, elle dure entre 6 mois et 1 an et demi max, où tu te dis, ok, qu'est-ce que je fais? Vers quoi je me ressente? Qu'est-ce que j'ai envie de faire vraiment, tu vois? Et t'as un combat en toi qui est, est-ce que je me casse les couilles à rebâtir pour faire du fric? Ou est-ce que justement je prends le temps de faire les choses, je bâtis, j'ai un peu plus le temps, je suis un peu plus arrivé, je suis un peu plus cool, mais pendant ce temps-là, t'es dans une transition où, en fait, ça t'empêche pas d'avoir des problèmes sur ce que t'as bâti qui t'a fait faire du pognon. Donc t'es confronté à une forme d'imposteur que t'as, comme quand t'es ado, tu sais, est-ce que je mets un masque socialement avec les gens, appartenance à un groupe, tout ça. T'es face à toi-même en tant qu'imposteur et tu te dis, qu'est-ce que je veux vraiment? Voilà. Et donc à partir de ce moment-là, là, tout le monde va se dessiner différemment. T'en as, ils cèdent pas. Ils ont toujours la grille. Ils veulent toujours plus. Bon, eux, ils sont condamnés à être malheureux. C'est très cynique. C'est très triste. C'est terrible. Et ils seront pas heureux. D'ailleurs, la plupart de ces mecs-là n'ont pas de gamin. Tout est en passant. Parce que pourquoi faire? Ça va être une charge d'avoir un gamin. Et attention, tous les mecs pensent ça au départ et c'est normal, hein, moi le premier. Mais je casse le tabou. Je veux dire, tous les mecs se sont dit putain, si j'ai un gamin, ça va être chiant quand même. Mais sur le principe, c'est quand même une notion humaine fondamentale. Tu verras que la plupart des mecs qui ont la grille et qui lâchent pas ce truc-là et tout, ils ont pas de gamin parce qu'ils en veulent toujours plus. Et c'est très triste. Je juge pas, mais moi je trouve ça triste. C'est que je sais pas les étapes psychologiques que ça met. Voilà, après tu te transformes dans les trucs. T'as le temps de faire tes routines matinales, d'aller pisser dans un bouquet de fleurs, d'aller je sais pas te piquer avec des trucs. Non mais t'as le temps de faire ta méditation, ton machin, ton truc, ta connerie. Mais bon, si c'est ça pour toi vivre, moi je suis ok. C'est ton choix. Moi je préfère faire un Uno avec mon gamin, quoi. Voilà. Et je trouve, il y en a pas un qui vaut l'autre. C'est juste que je regretterais. C'est sûr, je peux pas me regretter de m'être piqué. Je regretterais de pas avoir fait de gamin. Ça c'est certain.
Donc, du coup, voilà. Et donc, j'arrive là-dessus, c'est que qu'est-ce que tu veux donner, qu'est-ce que tu veux transmettre? Moi, je fais pas tout ça pour expliquer à 10 clampins sur Internet comment faire du pognon. Il y a une transmission intrinsèque à ma gamine, etc. J'espère que ma gamine s'en sortira, sera libre, parce que le fond de tout ça, c'est la liberté. C'est le fait de pas céder à toutes les conneries environnantes qu'on peut imaginer qui vont arriver d'ici 2030, etc. Mais c'est de dire, OK, je veux donner un maximum d'assets et de liberté à mes gamins. J'essaie de créer du contenu qui permettrait de répondre à ça. Donc forcément, ça résonne envers des gens. Ça résonnera pas aux mecs de 20 ans qui veulent gagner 1 million avec le Bitcoin, c'est certain. Mais sur le principe, donner du contenu qui correspond à ça, c'est ça finalement le vrai sujet. Parce que demain, tu rencontres des gens passionnants si tant est que tu fais du contenu passionnant. Mais t'es pas obligé de faire du contenu. Attention, je veux juste dire, tu véhicules ta parole, tu communiques ta parole pour rencontrer des gens, etc. Et donc ce trou là du désert, là, cette traversée du désert, elle peut mettre du temps à se résorber, et tu verras que très vite, quand quelqu'un a du pognon, d'un coup il s'arrête de faire des trucs, d'un coup il s'arrête de faire machin, etc. Et la vraie question, c'est qu'est-ce qui sort de ça? Il va sortir quoi de ça? Et tu vas voir que beaucoup sortent pas grand-chose en fait. Et est-ce que tu penses pas que justement, tiens, pour prendre les gens qui font quelque chose, qui gagnent bien de l'argent, donc on va dire entre 1 et 3 millions, ou 1 et 5, comme tu disais, qui est un peu le palier que tu as vu. Est-ce que tu penses pas aussi qu'il y a une espèce de lassitude de ces personnes? Parce que, en gros, tu as trouvé une recette qui te permet de faire ton premier million. Du coup, en général, pour beaucoup de gens, le palier des 1 million, c'est un objectif. Donc, tu as passé cet objectif. Enfin, 1 million, ça reste beau pour beaucoup, tu vois, ça reste dans l'imaginaire collectif inatteignable pour beaucoup. Donc du coup, ceux qui arrivent à l'atteindre sont du coup très contents. Imaginons du coup qu'ils continuent, ils ont trouvé cette recette, mais peut-être que ça a mis quelques années pour atteindre ce palier-là. Et du coup, est-ce que tu penses pas qu'il y a aussi ce côté où ça fait 3 ans que tu fais la même chose, tu as atteint ton premier objectif que tu t'es fixé, du coup tu dois te fixer un autre objectif, mais tu te dis quand même, ça fait 3 ans que je fais mon truc, peut-être que j'en ai marre, et qu'en fait ce moment où, par exemple, des infopreneurs qui ont lancé des trucs disparaissent, est-ce que tu penses pas que c'est peut-être qu'à ce moment-là, ils se disent j'ai envie de trouver un nouveau truc qui va me remettre la flamme, mais du coup, t'as cette phase d'apprentissage et tout ça. Tu vois, on l'a beaucoup vu, je trouve, avec des gens, par exemple, qui ont été infopreneurs à un moment et qui, d'un seul coup, se mettent à vouloir faire des SaaS. Parce que nouveau challenge, nouveau truc, un peu à la mode, tu vois, le SaaS en ce moment. Voilà. Est-ce que peut-être qu'il y a ça en fait aussi qui entre en jeu. Alors, défi. Ouais, ça c'est une façon très poétique de raconter tout ça. Moi, je te donne une autre. Un infopreneur, par définition, c'est pas un entrepreneur. Un infopreneur, il va céder aux tendances. Ah, c'est la crypto, je vais faire de la crypto. Ah, je fais de l'IA, je fais de l'IA. Ah, il faut des SaaS, je fais des SaaS. D'accord. Est-ce que tu crois que ce que tu viens de dire et la raison pour laquelle tu le dis, c'est réel? C'est-à-dire que, ah non, mais en fait, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de me découvrir une passion sur le SaaS, machin. Non. Parce que les SaaS, moi, dans les périodes, vous y étiez aussi, mais avant 2015, c'était les SaaS, c'était le big data, c'était pareil, hein, les sociétés technologiques, machin. L'IA, c'était le big data à l'époque, aujourd'hui ça s'appelle IA, après-demain ça s'appellera je sais pas quoi, robot, je sais pas quoi. Ok. Je veux dire, tout ça, ça n'existe pas ce que tu me racontes. C'est-à-dire, c'est des idées de marché que les gens s'imprègnent sur de trucs vus, et t'as des influenceurs business qui véhiculent ces choses-là. Malgré eux, ou contre, malgré, enfin peu importe. Donc la réalité, je te rejoins quand même dans le fond de la pensée, c'est de dire, est-ce que les mecs ils en ont pas marre à un moment donné de ce qu'ils foutent? Mais j'ai envie de t'introduire la notion, et j'ai voulu te la donner parce que t'as dit, au bout de 3 ans. La notion c'est 3 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans. En fait, le sujet c'est pourquoi t'en as marre. C'est parce que tu te sens arriver quelque part. Moi, tu dis 1 million, bon, c'est quand même l'objectif pour beaucoup de personnes. Tous les mecs que je connais qui sont millionnaires, dont je fais partie, ne se sont jamais posé cette question de faire 1 million. Moi, je me suis jamais posé cette question. Sincèrement, jamais de ma vie, je me la suis posée. Je me suis dit, tiens, les premières fois, mon objectif c'est de me dire, si j'ai 1,6 million, ça me permet de vivre pendant 50 ans avec 3 000 euros par mois. Je me suis dit, cool. Sauf que je me suis dit, putain, donc il faut aussi que j'achète une maison. Quand je suis arrivé à 1,6 million, j'ai dit tiens, il me faut aussi une maison. Donc je rajoute 800K. J'arrondis. Du coup, il me faut 3,5 millions, tu vois, à peu près. Ok, très bien. Après, je me suis dit, mais c'est pas suffisant. Parce que ta maison, machin, ton mode de vie, ok. Donc, allez, je monte, je vais aller chercher 5. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais placer 1 million en bourse, je vais pouvoir faire un peu de machin. Tu vois, tout de suite,
tout de suite, regarde, c'est pas des objectifs. C'est de dire, OK, qu'est-ce que tu fais de ta thune? Indirectement, ton 1,6 million, c'est un objectif. Tu vois, au début, vu que une de tes premières réflexions, c'était 50 ans à 3 000 euros, c'est 1,6 million. Tout à fait. C'était une réflexion de finalité, pas d'objectif. Ouais, c'est-à-dire, si j'ai 1,6 million, OK, machin. Mais je m'étais pas dit, je vais faire 1,6 million pour machin. Non, mon objectif, c'était quoi? C'était de développer ma boîte, scaler mes business, c'était de recruter des gens. Tu vois, ça, c'était mes objectifs. C'était pas d'avoir 1,6 million. C'est une conséquence. Le 1,6 million. C'est pas un objectif. Et c'est là où les gens se plantent. C'est que c'est des conséquences. L'argent n'est qu'une conséquence. Ce n'est pas, c'est un moyen. C'est pas un objectif. C'est pas un objectif de vie. C'est pour ça que les mecs qui ont la grille sur l'argent, ils seront malheureux. Ils sont toujours malheureux parce que c'est un moyen. C'est rien. Il y en a jamais assez. Il y en a trop. Tu fais un investissement, tu te fais empaler, t'as machin, t'as trucs, faut en regagner. C'est la merde. Et donc, j'arrive un peu plus profondément sur ta question. C'est, du coup, le sujet, c'est quand t'as l'impression d'être arrivé à quelque chose, tu te mets à te relâcher. Naturellement. C'est un peu comme un salarié qui se retrouve avec un CDI d'un coup, tu vois. C'est un peu cette idée-là. Parce qu'on parle pas assez des salariés, mais c'est la même chose aussi, hein. Un mec qui passe d'un CDD à un CDI, il se relâche. Ben, l'entrepreneur, c'est pareil. Et c'est pas qu'il se lasse, c'est qu'il se dit, en fait, il se lasse non pas du métier, il se lasse des obstacles et des problèmes. Ah, j'en ai marre de courir après un algorithme. Les mecs dans le SEO, c'est exactement ça. C'est tout le temps ça. Google, moi, je déteste le SEO pour ça, parce que chaque fois, tu cours après un algorithme que tu comprends pas. Les mecs, ils te challenge. T'as un truc qui marche du feu de Dieu, ils te challenge un truc, t'es mort. Comment tu peux capitaliser sur un truc comme ça? Je veux dire, à un moment donné, ça va te casser les couilles. À un moment donné, tu vas te dire, j'en ai ras le cul. Donc, tu vois, déjà, c'est un fait. Parce que tu ne maîtriseras pas l'algorithme et le machin. Donc, il faut que tu te sers de l'algorithme comme d'un levier à ce moment-là. Voilà. Donc, finalement, c'est ce que disait Hormozy, je crois. Hormozy, il dit, un business qui marche, c'est un business à levier. C'est pas un business à produit, machin, etc. Donc, et là, je partage à 100% cet avis-là. Donc, tu te lasses des obstacles que tu crées, que tu as dans ton métier. Et le web, ça va très, très vite. C'est-à-dire, les nouveautés, tu vois, t'as l'IA, c'est ce qu'on dit juste avant. T'as l'IA, t'as les SaaS, t'as le crypto, t'as le web, t'as YouTube, t'as l'algo, t'as Google. Là, j'ai vu passer en ce moment, Google, comment ça s'appelle, là, le truc à côté, là, en dessous dans les téléphones. Ouais, pardon, Discover. Non, pas Discover, merci. Google Discover, ok, aujourd'hui c'est la nouvelle tendance sur Google SEO machin parce que tu peux apparaître. Ok, en fait il y a toujours des trucs, il y a toujours de quoi FOMO sur des choses. La réalité c'est, d'accord, demain tu vas sur Discover, est-ce que tu capitalises quelque chose en faisant ça? Moi c'est ça ma réflexion. Et donc il y a un moment donné, pourquoi t'es lassé? Parce que t'as pas capitalisé. Donc un mec qui se lasse quand il arrive à 1 ou 2 millions ou le chiffre que tu veux, c'est parce qu'il n'a pas capitalisé que maintenant il veut capitaliser. Ça peut être une capitalisation financière, ça peut être une capitalisation de data, ça peut être une capitalisation de connaissances, ça peut être aussi une capitalisation de bâtir des choses, de dire tiens je vais bâtir une image, je vais bâtir un truc, je vais bâtir tu vois un produit, une marque, une image, une notoriété, je vais m'imposer, je vais créer un journal. Moi j'ai un mec à Dubaï qui m'avait dit, je lui ai dit toi tu fais quoi de ta thune quand t'en as trop en gros? Et il me dit ben moi je suis en train de créer un média d'influence. Et je lui dis mais ça coûte du pognon de créer des médias d'influence. Il me dit ouais. Et alors? Et je dis, bah ouais, c'est vrai, en fait. Tu sais, parce que, en tant qu'entrepreneur, t'as la déformation de toujours vouloir une rentabilité. Et lui, il me disait, en fait, quand t'as de l'argent, le game d'après, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir de véhiculer la communication, le journal d'influence. C'est le bon terme. Et il m'a dit ça. Et j'avoue que ça m'a un peu mindfucké à l'époque, parce que je me suis dit, ouais, c'est vrai que j'avais jamais raisonné comme ça. Et je trouvais ça intéressant, ce raisonnement. Donc, en vrai, tu te lasses des obstacles. Et après, le vrai mec qui va changer un peu, c'est parce qu'il a peur et qu'il va se diversifier. Ah non, attends, on va faire autre chose, un autre business. Voilà. Et après, il faut être ouvert aux opportunités. Tu rencontres des gens, tu as des business, ils te proposent des choses. À partir de ce moment-là, là oui, il faut saisir les opportunités. Voilà. Et là, faut être à l'écoute du marché, des gens, etc. Donc à la fin, si t'es en down, que t'en as marre, que t'es machin, t'es pas à l'écoute du marché non plus. Et donc c'est le fameux traversée du désert. Et à un moment donné, tu remontes. Donc en fait, oui, les gens, c'est pas qu'ils en ont marre de ce qu'ils font, c'est qu'ils en ont marre d'être emmerdés parce qu'ils les empêchent de faire plus. Ok. Ma théorie, encore une fois, c'est une vision que je propose qui est la mienne, pas une vérité. Ah, vous en pensez quoi, vous? Moi, en vrai, moi je l'avais l'objectif des 1 million qui était le premier micro-objectif quand tu pars de loin, entre guillemets. T'as l'impression que les gens qui ont 1 million sont riches en fait. Tu vois, moi quand j'étais petit c'était ça. Je me suis toujours dit quand je voyais les potes qui avaient des énormes baraques et tout, je savais que les parents étaient, je sais pas moi, pilotes d'avion parce que par exemple il y en avait un au Stelka. J'avais l'impression que tout le monde était ultra riche et moi c'était un objectif. La réalité c'est que quand on l'a passé, bah on en a reparlé il y a pas très longtemps, mais on n'était pas non plus. En fait, on a vu passer le chiffre et puis voilà, la vie continuait. Ça a rien changé en fait. On n'était pas plus heureux ou quoi que ce soit.
et juste on est passé aux étapes d'après. Mais je pense quand même que t'as quand même un moment cette lassitude, mais c'est c'est plus ou moins ce que tu disais, hein, c'est un truc où tu as envie de te recentrer un peu sur d'autres objectifs, essayer de te dire toi tu disais en rigolant les trucs de méditation, moi aussi ça me fait souvent rire, toutes ces morning routines, les trucs comme ça, c'est pas trop mon délire, mais je pense qu'il y en a qui sont en quête une nouvelle quête, tu vois, ils ont atteint un objectif financier, du coup la nouvelle quête c'est peut-être l'objectif bien-être, mais en fait quand tu te rends compte que ça te rapporte pas d'argent, au fond t'as quand même envie de faire quelque chose. Enfin je sais pas, je pense que t'as un truc, je pense que t'as cette phase un petit peu bâtarde où tu sais pas trop ce que tu veux au final, parce que t'as atteint un premier objectif et quête de sens, exactement. Moi, je dirais le plus important maintenant, enfin pour moi, c'est de faire des trucs que je kiffe, tu vois. C'est vraiment ça le plus important. Mais en restant rentable, parce que toi, t'es quand même à cette recherche de la renta. Tu kiffes, mais il faut que ça. Ouais, à part quand tu fais de la R&D, tu vois. Ouais, mais tu vois, c'est pareil. Mais après, c'est juste la renta, c'est plus. Même s'il y a un business qui rapporte énormément, mais qui me fait chier, je préfère pas y aller en fait. Tu vois, je préfère faire des trucs. Bien sûr. Qui me font kiffer. C'est pour ça, ces trucs de chiffres, etc. Tu vois, c'est pour ça que je dis entre 1 et 5. C'est qu'en fait, ça dépend les gens en fonction de ce qu'ils ont, les leviers qu'ils ont, etc. C'est jamais au-dessus, c'est jamais en dessous. C'est vraiment dans cet interstice. Mais après, de toute façon, ouais, t'es pas riche, hein, avec 1 million, t'es pas riche avec 2. Alors évidemment, dire ça, c'est un peu débile. Tu t'en rends compte quand tu les as, en fait. Qu'au final, t'es pas tant à l'abri que ça, c'est juste tu vas aller faire quand tu vas aller faire tes courses, tu regardes un peu moins les prix, mais à côté de ça t'as d'autres emmerdes qui apparaissent en fait. T'as toujours un truc. Tu sais, moi je vais te dire un truc, moi je passe dans des stands, la crêpe elle a 5 balles, je l'achète pas parce qu'elle est trop chère. On va me dire t'es con et tout. J'ai eu la discussion avec Emilio Abril qui me disait putain t'es trop con, achète-la ta crêpe et tout. Je dis non, ça me casse les couilles, j'ai l'impression de me faire arnaquer en fait. J'ai l'impression d'être un pigeon. C'est pas que je veux pas l'acheter. C'est pas que je veux pas l'acheter, c'est que j'ai l'impression d'être un pigeon. Ouais. Donc c'est pas la même. Tu vois. Ça, je comprendrai jamais. Et je le vois beaucoup autour de moi et c'est un truc qui me dépasse complètement. C'est des gens pétés de thunes qui se prennent la tête sur des trucs comme ça. Moi, nous, la dernière discussion que j'ai eue, c'est un ami qui gagne très bien, enfin une connaissance qui gagne très bien sa vie, qui écoutera peut-être ce podcast d'ailleurs, qui sous-loue son logement principal pour partir en vacances sans dépenser son argent alors qu'il est pété de thunes. Enfin, et si tu veux, là, l'histoire de la crêpe à 5 balles, c'est pareil. Pour moi, le confort, justement, quand t'as de l'argent, c'est tu t'achètes une crêpe, elle est à 15 balles, ben t'as envie de ta crêpe, tu la payes, et pour moi, c'est ça le vrai confort et la vraie richesse, tu vois. Et c'est de se dire, c'est de pas s'emmerder sur des problématiques comme ça. Et ça, pour le coup, c'est un truc, et je sais que les avis sont très divergents et ça dépend des gens. C'est un truc, jamais je pourrais comprendre que... Enfin, tu vois, genre, ouais, justement, tu vois, si tu mets le truc, la vie est courte, t'as une envie à un moment, t'as l'oseille pour te le payer, pourquoi tu vas te priver de ce truc-là alors que ta vie est courte et qu'il faut y aller, tu vois, tu peux y aller, vas-y. Et c'est pour une crêpe, ça peut être pour un bel hôtel, un beau truc, enfin, tu vois. Ouais, mais regarde, je vais donner un exemple différent. En fait, c'est que il manque, en fait, c'est que c'est pas aussi simple ou vulgarisant que ça. C'est que ma fille me l'aurait demandé parce qu'elle avait vraiment envie d'une crêpe, je l'aurais payé. Je vais faire un voyage aux Galapagos en first class. J'ai dit vas-y, c'est pour les X. Je vais éviter de le dire, mais pour une raison spécifique, je veux marquer un coup et je veux aller en first parce que le voyage est long depuis la Thaïlande. Je vais aller aux Galapagos, etc. avec ma famille. J'ai dit vas-y, j'ai regardé le prix, j'ai regardé le setup, c'était à peu près entre 30 pour partir 10 jours, super hôtel, first, machin, vraiment vas-y, all in quoi. C'était à peu près 30-35 000 balles. Bah, je vais les mettre, ça me fait plaisir. Maintenant, est-ce que je ferai ça à chaque fois? Non, ça m'intéresse pas. Parce que quelle valeur je vais véhiculer à ma fille? Prenons autre chose. Je prends un point, je te fais un autre paragraphe. Si c'était des fruits plutôt qu'une crêpe, parce qu'il y a ça aussi. Tu vieillis, t'as la santé, le risque-reward. Il y a quand même une équation dans ta tête qui est plus complexe qu'une notion financière. Tiens, ouais, j'ai peut-être bouffé hier un sale truc, j'ai peut-être évité de bouffer la crêpe, mais j'avoue qu'elle me fait envie. Oh, plus elle a 5 balles, putain, vas-y, je suis pas un pigeon, par exemple. T'as beaucoup de paramètres extérieurs au-delà de l'aspect purement financier. Parce que bien sûr, pragmatiquement, si c'est juste une question de thunes, t'y vas pas. Tu vois, ma femme, par exemple, des fois, elle achète des trucs. Regarde, on prend un cocktail, des fois, c'est 20 balles le cocktail.
je m'en fous. Tu vois, si on est en soirée, que ça se passe bien, je le paye. Par contre, on est là, imagine, je suis avec un pote, on sait pas quoi faire. Jamais je vais aller payer un cocktail à 20 balles. Donc, tu vois, il y a des contextes, il y a des logiques autour de ça qui dépendent de la personne et de sa prise de décision. Tu vois. Et tu vois, je te donnais 2 cas là. Je trouve ça c'est un bon exemple, ça. Là, je suis avec ta femme et tout, tu vas payer ton cocktail, tu t'en fous. C'est pas grave. Par contre, avec ton pote, je sais pas, tu marches, tu vas pas t'arrêter pour boire un cocktail à 20 balles. Au contraire, tu vas aller boire un café, c'est pas grave, tu vois, c'est pas si on te donne une bière à 20 balles, ça va te faire piquer avec ton pote. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en fait, il y a une logique, il y a une valeur des choses. Et moi, ça, depuis que je suis parent, je fais gaffe, la valeur des choses que je véhicule à ma fille. Si c'est pour dire, ouais, mais c'est normal, une crêpe à 5 balles, c'est normal, un cocktail à 20 balles. Ça, normal, pour le coup, c'est un autre sujet. Et c'est dommage que là, on arrive quand même sur 1h30 de podcast, donc on va pas pouvoir trop s'éterniser, mais peut-être juste que justement, on peut, enfin, je sais pas si on finit avec ce truc-là. On verra si on décide de le couper au montage, mais c'est une question, toi qui es papa. Comment tu fais aujourd'hui dans l'éducation? T'as une fille, c'est ça? Ou t'as plusieurs enfants? T'as une fille. Comment tu fais pour justement, tu l'as expliqué, pour toi c'est important de lui véhiculer ces valeurs de liberté notamment, et je pense notamment à notre ami Bastien Bricou qui a écrit un livre qu'il a dédié à son fils récemment sur justement la liberté financière, etc. Comment tu fais toi aujourd'hui pour en ayant de l'argent conserver, parce que ça c'est une vraie problématique, et nous on n'a pas d'enfants, mais tu vois c'est une question qu'on se pose pour justement à transmettre la valeur de l'argent à tes enfants sans pour autant tu vois que tout leur tombe tout cuit dans le bec, parce qu'il faut que plus tard ils soient capables, tu vois toute cette notion là. Comment je sais pas si vous voulez un peu améliorer cette question qui est sans doute pas très claire et précise, les gars. Non, mais bon, je pense j'ai compris les grandes lignes, moi. Du coup, Cyril. J'ai la chance d'avoir une femme extraordinaire avec qui je suis très aligné sur l'éducation. J'ai le rôle du papa, donc j'ai le rôle un peu plus de l'autorité, etc. Ma femme, elle travaille pas, en tout cas, elle travaille plus, et c'est elle qui s'occupe. Voilà. Donc il y a des trucs à respecter, genre par exemple, ma gamine, elle aime bien bosser. Elle aime bien, par exemple, tu vois, écrire des lettres, écrire ses sondages, compter, on lui dit de lui apprendre des additions, les multiplications, etc. Elle aime bien faire des exercices. Tu vois, pour elle, son kiff, c'est faire les cahiers de vacances. Tu vois, c'est tout con. Et du coup, elle aime bien ça, etc. Très bien. Donc, comment est-ce qu'on s'entend sur l'éducation? Moi, ce que je fais, comment est-ce que je priorise les logiques éducationnelles? C'est, je lui donne des clés, par exemple, dans la négo. Tu vois, par exemple, je lui dis, non, je veux pas de ma soupe, d'accord, très bien. Du coup, tu fais comment pour pas manger ta soupe? Parce que là, moi, je vais te dire que tu vas la manger, d'accord? Donc, qu'est-ce que tu as comme solution pour éviter de la manger? Et je la fais réfléchir comme ça, tu vois. Je lui donne des clés d'alternatives. C'est-à-dire, en gros, moi, je fais en sorte de lui donner beaucoup de choses alternatives. On joue au Uno, j'essaie de tricher constamment. Pourquoi? Parce que je lui apprends que dans la vie, il y a des gens qui trichent. Et papa, c'est un gros tricheur aux cartes. Donc, comment tu vas faire pour battre ton père qui triche? Tu vois, et c'est un peu cette idée-là. J'essaie d'être dans une sorte de combat qui est pas trop négatif, au contraire, qui est dans le ouvre-toi l'esprit. Ce que tu crois savoir, non, mais moi je veux pas que tu triches. Il y en a qui le font, même si, d'accord, je triche pas. Tu vois, c'est un peu comprendre les logiques, comment fonctionne le monde, etc. Et ça, c'est des trucs auxquels moi je mets un pied, je sais pas comment on dit, je fais en sorte d'être important. C'est important. Et mais je te donne ça. Après, ça fait un peu taré dit comme ça, mais parce qu'évidemment que c'est plus fluide que ce que je laisse transparaître. Je veux dire, c'est dans une fluidité normale. Mais voilà. Après, on lui apprend les bonnes choses. Elle pose des questions incroyables. Tu vois, la dernière fois, elle me disait, ouais, moi plus tard, je vais travailler dans un zoo. Ok. Et tu vois, c'est là où l'éducation fait toute la différence, à mon sens. D'accord. Donc du coup, même les animaux que t'aimes pas, même les animaux que j'aime pas. Et du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est ok, d'accord. Et tu vas faire quoi? Même les poissons, comment tu mets de l'eau pour les poissons? Ah oui, les poissons, c'est qu'il faut un lac et tout. Ok, tu fais comment pour amener de l'eau, tu vois? Et j'aime bien expliquer, tu vois. Non. Et c'est elle qui me dit, on prend je sais plus comment t'appelles ça, les bonbonnes d'eau là. Tu sais, on a des gros trucs d'eau là. Elle dit, on prend ça et on remplit, on fait un lac, quoi, tu vois. C'est elle qui me dit ça. Et je lui dis, ouais, mais il va y en avoir beaucoup. Elle me dit, ouais et tout. Elle me dit, mais après, quand ils sont vides, on peut les remplir avec la pluie. Tu vois, et tu vois, elle a même pas 5 ans, et je trouve que tu vois, déjà ça fonctionne, quoi. Tu vois, c'est-à-dire, ok, elle a une logique pour moi, il y a une forme de scalabilité, elle comprend comment ça fonctionne, elle respecte, elle machin, etc. Et c'est ce qui fait que ça cogite, quoi. Voilà. Et
Et c'est ça que je trouve intéressant. Donc moi, dans le rôle de l'éducation, il est là-dedans. Voilà. Okay. En tout cas, sur ta question, c'était ça, je crois. Ouais. Et elle va du coup en école internationale? Bien sûr. En Thaïlande? Full anglais, école internationale, Cambridge Education. Et elle parle très bien anglais. Alors ce qui est marrant, et ça c'est tous les parents d'expats, elle ne veut jamais parler anglais à la maison. Elle ne veut pas. Je n'entends pas ma fille parler anglais. La dernière fois, je l'ai amenée au mall pour un truc, pour un cadeau, machin, tout ça, et on a croisé sa directrice d'école et tout, et elles ont discuté ensemble, tu vois, et ça me fait marrer. En anglais. En anglais, bah ouais. Et tu sais, c'est là où j'entends ma fille parler. Ou alors elle switch naturellement quand mes potes ou des copines de potes ou des machins, tu vois, ils sont en anglais ou quoi que ce soit. Bah, d'un coup elle switch et naturellement, tu vois, en anglais, voilà. Ça c'est assez rigolo à voir. Bon. Voilà. Et ben écoute. Attends, je vais rajouter un petit truc par rapport à Vas-y, rajoute, pas de souci. Je termine là-dessus. J'ai une data très importante pour allier le business et mes gamins. Et tu vas voir que celle-là, elle me mindfuck à chaque fois, parce que j'ai pas une réponse parfaite à ça. Chaque moment que je passe dans le biz, s'il y a ma gamine à la maison, ça veut dire que je mets un prix sur sa tête. C'est-à-dire que si je bosse et que je passe pas du temps avec elle, c'est pour combien? C'est ça la vraie question. Il y en a pas d'autres. Donc, évidemment, je me mindfuck pas en mode, voilà, aujourd'hui, ça va du temps. C'est pas ça. C'est dans le sens, tu fais pas les choses de la même façon, où tu te donnes plus le temps, où tu t'octroies plus de temps pour profiter des gens que t'aimes. Parce que, c'est pas grave. 1 million hier, 1 million demain, 300 000 demain, ou pas. Je veux dire, en vrai, le moment avec ta gamine, cette discussion que je t'ai donnée là sur le zoo, je l'aurais pas eu si j'étais au taf. Et ça a plus de valeur que n'importe quoi. Donc évidemment que ça, il y a que quand t'es parent que tu peux vraiment comprendre une forme d'importance capitale à ce que finalement tout le reste, on s'en fout. La diversification, les placements. Alors, par contre, la transmission, je suis d'accord avec toi, et c'était aussi le fond de ta question. Comment tu transmets aussi un peu une forme de patrimoine, etc. Je sais pas, j'ai pas de réponse. Il y a 2 écoles. Il y a faut donner quand même l'argent, tu fais pas ça pour rien. Et il y a il ou elle aura rien. Moi, je pense que comme d'hab, les extrêmes sont jamais bons. Faut toujours avoir une forme de parcimonie entre les choses. Je pense que lui donner les clés. J'ai un ami qui s'appelle Christophe Sangoire, qui est Trend France sur Twitter. Je sais pas si vous voyez qui c'est. Qui m'a dit un jour cette phrase avec son gamin. Il m'a dit moi j'ai donné de l'argent sur un compte de trading à mon gamin. Je vais donner de l'argent au compte de trading de mon gamin pour qu'il s'entraîne. Et tu vois, là, c'est vrai que c'est bien, lui donner 10, 15 000 balles. Tu vois, c'est bien, ça. Même dans le business, vas-y, papa, il va te faire ta pub. Tu vois, ok, c'est cool. Ça, c'est une vraie aide. Mais fondamentalement, tu peux prendre une agence, tu peux machin, tu peux truc, tu vois. Enfin, en vrai, il y a pas besoin d'1 million pour ça. Donc, les vrais atouts, c'est cela. Ce que tu vas donner, ce que tu vas faire, pourquoi tu le fais. C'est pas le 0 sur ton compte en banque. Hein. D'ailleurs, c'est un vrai stress. Hein. Gérer ton argent, pas le perdre. Parce que moi, je me suis fait empaler en crypto de 600 000 balles. Je me suis dit, le premier truc que je me suis dit, j'ai fait le deuil en 24 heures. Hein. Le premier truc que je me suis dit, c'est putain, ça a été X temps pas passé avec ma fille que j'ai perdu. Premier truc. Hein. J'étais avec ma femme, je dis putain, t'imagines? Le temps que j'ai pas passé avec ma gamine, je viens de le perdre là. Ouais. C'est intéressant, en tout cas, d'avoir ton avis, ton point de vue là-dessus et ton recul de papa, alors que nous, on l'est pas encore. Mais, je pense qu'on arrive à la fin de ce podcast, donc encore une fois, un grand merci à toi pour ton temps, Cyril, en espérant qu'on n'ait pas de soucis techniques supplémentaires, parce que pour tous ceux qui nous écoutent, ça a été la première fois, il y a eu pas mal de problèmes techniques pendant ce record, mais on va tenter de faire avec. Et puis merci aussi à tous ceux qui ont écouté le podcast. Merci à vous tous. N'hésitez pas de mettre un petit like, un petit commentaire, de vous abonner à la chaîne YouTube et de poser les petites étoiles aussi sur les plateformes d'écoute si vous nous écoutez sur Spotify, Apple Podcast ou sur une autre plateforme d'écoute. Et puis on se dit tout simplement à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Salut. Ciao. Merci les gars.